Salut à tous et bienvenue en Beats. Ouais, il y a eu un peu de mélange de musique, mais c'était un mix DJ. Ça va être sympa à monter ça. Mais non, pourquoi? Juste quand ça coupe, tu coupes et tout ça. Bon, j'espère que vous allez bien. Mais attends, mais pas juste les chances c'est gratuit, tout ça. Voilà, on se moque. Et en fait, il n'y a pas à se moquer. C'est comme ça, c'est la vie. En plus, j'ai été me moucher. Donc si ça vous intéresse, c'est vraiment très important. Hein. Parce que je crois que je suis un peu malade. Alors, je sais pas si demain je vais pouvoir faire le sync. J'ai vraiment mal à la gorge. Tu veux un arrêt? Tu veux un petit mot du Ouais, il du va falloir un médecin? mot, je pense. Ah. Non, mais sincèrement, j'ai mal à la gorge. Bon, bref, c'est la vie, c'est comme ça. Salut les chauves, nous dit Batix. Nique-toi bien, Batix. Moi j'ai une auréole de... Regarde, t'as vu ça? Je suis bien placé sur le casque. C'est pas mal. Tiens, j'avais le même t-shirt que toi, c'est donné aujourd'hui. Ah oui, eh ben, comment il s'appelle Hugo aussi. Ouais. Du coup, quand on a démonté le Tardis et qu'on l'a descendu, eh ben, on avait le même t-shirt, les gens nous voyaient passer avec le Tardis, ils disaient mais c'est quoi ce C'est truc? déménageurs. C'est là, c'est... Les déménageurs geeks. Ouais, voilà, mal de gorge en parlant de beats. Voilà, Minotaur. Très bien. Salut super. Oxac. Quelqu'un, qu'est-ce qu'il a encore été sucé? Voilà, merci. Tout va bien. Je vois que vous êtes en forme ce soir. Donc n'hésitez pas, vous êtes beau en OLED. Ah, comment il se la pète? Ah, En OLED 8K au moins, parce que ça y est, c'est dispo, c'est sorti. c'est ça, mais on diffuse pas nous en 4K. Beats-toi bien. Ouais, c'est ça, Batix. Bon, vous avez vu, on a plein de renards maintenant dans la chatroom. Ah, j'ai vu C'est ça. la classe. Hein. C'est cool. Est-ce qu'il y a des shiny? J'en ai pas vu passer encore. Moi, je suis argenté. Ouais, pareil. Je suis le plus ancien, moi, de tous. Ah ouais? Je suis à 37 mois, je crois, un truc comme ça. Pas mal. Donc, je crois que c'est qu'à 48 qu'on arrive au Ouais, c'est ça. top du shiny de l'avatar. Je suis pas encore. Tu viens de légendaire. Ne vous, après. ne vous laissez pas faire votre excellence. Salut Virtanas. Bon, on a pas mal de sujets ce soir. Ouais. Mine de rien, mine de crayon. Vous êtes beau en 240p, nous dit Oxac. C'est un peu ça. Le 8K, je l'active pour jouer sur Recalbox, voyons. Oui. Non, on est plein de tigres. Voilà, Nelliger aussi pas content. Salut Babila67. Salut à toi. Ah, waouh, là moi je suis dans l'ombre sur cette caméra. En T'as fait, vu du coup, ça fait carrément Batman. plus. Ouais, c'est ça. Je suis Batman. Ou du vide dans le décor. Ah oui, oui, comme vous pouvez le voir là derrière, il n'y a plus le Tardis. Du coup, il y a un trou. Bye. Ah, il y a plus de bronzage sur la cam 2. C'est ça. Il y a plus de bronzage sur la cam 2. Pas le même bronzage en fonction de la caméra. Oui, oui. Et oui. Le mur de briques voit enfin le rouge. C'est vrai qu'on avait tapissé quasiment jusqu'au bout. Donc c'était parfait. Bon, bref, on va pas passer notre vie à parler de ça. Puisque dans la vie, il n'y a pas que les briques, le bronzage et les caméras qui comptent. Mais il y a aussi l'Internet mondial. On va commencer par parler de Google. Avec évidemment encore un nouveau service qui disparaîtra d'ici un an. Google qui relance encore une fois et du coup qui va retuer d'autres services. Combien? chez lui. 1, 2, Là, troisième. le chat, alors j'ai la liste, Troisième. tu vois. Alors voilà, c'est Google Chat, le futur du messaging. Alors c'est pas vraiment un nouveau produit, c'est plutôt un revamping des produits qu'ils ont déjà. Mais pour faire le petit historique, ils ont toujours pour partie certains autres programmes qui existent. Donc il y avait Google Hangouts, Google Voice, Google Allo, Google Talk et Google Plus. 5. Pas mal, hein? Pas mal. Donc ils se relancent dans le messaging, mais pas avec Allo, puisqu'ils vont mettre en pause le développement de Google Allo pour se concentrer sur le chat. Je l'ai désinstallé du coup. Google Allo? Ouais, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais jamais reçu un seul message dessus. D'accord, c'est bien. Moi je m'en sers Et beaucoup. Duo aussi. Mais je m'en sers beaucoup des deux. Mais oui, parce mais toi, qu'on t'es a, environnement on a Android. tout l'écosystème Android, donc oui, ça aide bien. Alors Google Chat, c'est quoi? C'est pas vraiment un nouveau produit, hein, je le disais, c'est plus une initiative pour standardiser en fait un nouveau protocole de messaging qui va supplanter le SMS. Alors il faut savoir que Google a depuis longtemps poussé ce service qui s'appelle du RCS, qui est du Rich Communication Service, afin de le standardiser, et plus particulièrement la partie Universal Profile, qui est en gros une évolution du SMS, hein, c'est ce que je disais. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une partie qui va être gérée par les opérateurs, donc les fournisseurs de forfaits mobiles, et une partie gérée par les fournisseurs de systèmes sur lesquels ça tourne, pour gérer les messages avancés. Alors du coup, ça prend cette forme-là. Attention, le schéma. Le schéma, voilà. Donc en fait, il y a ça, il y a Google d'un côté, il y a les carriers, donc les opérateurs, le GSMA, donc la GSM Alliance, donc ceux qui définissent le protocole GSM, et il y a les OEM, donc les constructeurs.
Et le but de RCS, c'est d'unifier tout ça, c'est-à-dire de pouvoir parler, de pouvoir développer en fait un système de messaging qui va être utilisable par tous à ce niveau-là, d'un point de vue standard. Alors, il faut savoir que c'est pas tout neuf. Google pousse déjà dessus depuis un long moment et ils ont démontré ça l'année dernière en fait dans le Mobile World Congress en 2017 donc où ils mettaient en avant en fait leur plateforme du coup de RCS qui est dans la partie cloud chez eux qui s'appelle Jibe. Voilà. Alors Jibe c'est quoi? C'est ça. Voilà, vous le voyez, donc il y a les mobiles d'un côté, il y a les opérateurs, du coup, peu importe l'opérateur, et derrière il y a un hub, voilà, qui permet d'interconnecter les différents opérateurs entre eux. Vous voyez l'astuce? En fait, Google, plutôt que remplacer toute la chaîne, et comme ils peuvent le faire avec Allo, ils vont juste se mettre derrière en fait, les opérateurs. Donc une partie va être servie par les opérateurs. En plus, ça va leur permettre aux opérateurs de récupérer une partie de ces services-là, puisqu'avec Google Allo comme ça, ils perdent totalement le service par rapport au SMS. Alors que là, ils vont faire moite-moite. En gros, ils vont se partager la part du gâteau. Mais derrière, du coup, Google va venir, Google ou autre, hein, parce que c'est une plateforme qui va fédérer ce standard-là, ils vont du coup fédérer les différents opérateurs entre eux pour les interconnecter. C'est très malin. Voilà, donc ce service de messaging, qu'est-ce que ça intègre en fait? Ça rajoute au SMS toutes les fonctions qu'on attend sur les services de messaging et de chat modernes. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir faire des liens avec des images intégrées, des trucs comme ça, voilà, avec du contenu un peu plus évolué. Donc tu as des cartes d'embarquement, voilà, par exemple pour les avions ou le train. Tu vas avoir les maps avec la Google Assistant, la prévisualisation, etc. Alors oui, après, ça c'est la forme que ça va prendre sur le mobile, parce que le protocole permet de faire ça, mais après il y a les applications qui vont venir proposer l'usage autour de ce protocole-là. Et là, l'application que Google pousse pour mettre en avant son système RCS, c'est Android Message. Donc Android Message, c'est l'application d'Android que Google a développée pour gérer les SMS sur Android. Tout à fait. Tout à fait, c'est ça. Et ils ont rajouté depuis un an dessus la gestion du RCS, mais là, maintenant, ils poussent à fond pour que ça devienne un standard, encore plus, et le démocratiser, et ils vont très probablement l'étendre aux autres plateformes. Alors, les autres plateformes, ça ne veut pas forcément dire que Google va venir avec une application mobile sur les autres plateformes, non. Mais ça veut au moins dire qu'ils auront un service cloud derrière, donc le service cloud qui est Jibe, que j'avais montré, qui va pouvoir s'interconnecter avec d'autres applications mobiles. Voilà. En complément de ça, ils ont annoncé donc Android Message, la version web. Vous voyez, donc là, ça ressemble énormément à Allo, puisque la Google Allo a une interface web également pareille. Et du coup, on va pouvoir aussi recevoir et envoyer ces messages depuis le web. Donc là, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est tellement moderne. Non, mais en gros, ils font rattraper le retard au SMS par rapport à toutes les autres plateformes de messaging. Tu vois, les WhatsApp, les Allo, les machins et tout ça. Mais du coup, on revient sur un mécanisme standard. Et oui, c'est ça, standardisé en fait au niveau du protocole à travers tous les mobiles des opérateurs et les constructeurs. Voilà, ouais. En gros, la différence, c'est que ce système-là va être entre guillemets universel dans le sens où ça se passe du côté, finalement, j'allais dire du côté opérateur, même pas, c'est au-dessus encore. Ben oui, c'est ça. C'est un cran encore au-dessus, contrairement, oui, comme tu disais, à des services comme WhatsApp ou même iMessage qui, eux, squeeze complètement les opérateurs. Oui, c'est ça. iMessage, on nous en parle, c'est pas tout à fait pareil. iMessage, lui, effectivement, il outrepasse l'opérateur. Voilà, c'est réglé. Ça passe par Internet et on s'arrête là. Voilà, comme tous les autres services de messagerie qu'on connaît. Et voilà, alors que là, pas du tout. Du coup, c'est standardisé, ça marche interopérateur, ça peut marcher inter-plateforme mobile, en toute logique. Alors, Niftek fait une bonne remarque, il dit est-ce que les messages pourront passer par le Wi-Fi, c'est pratique à l'étranger? Eh bien, vu qu'il y a l'opérateur au milieu, je suis pas sûr. Ça passe par ton opérateur, donc je pense que ce sera pareil. Si ton forfait ne comprend pas les SMS, il y aura le même problème avec ça. Après, vu que tu as une plateforme d'RCS derrière dans le cloud, il y a peut-être aussi un autre moyen que de passer par le carrier pour interroger cette plateforme-là. Il y aura peut-être des API pour aller interroger ça. Mais actuellement, c'est pas comme ça qu'ils le mettent en avant, évidemment, parce qu'ils cherchent à mettre en place un partenariat avec tous les fournisseurs mobiles, évidemment, dans le monde entier, afin de pousser cette plateforme-là en avant. Et oui. En fait, ils attaquent le partenariat des deux côtés. En fait, ils le font d'un côté par les opérateurs et de l'autre côté par le business. Parce que ce qu'ils veulent proposer avec le RCS, c'est le genre de message avancé que je vous ai montré, c'est-à-dire que la SNCF puisse proposer ses cartes d'embarquement dedans directement. Que les Air France puissent avoir aussi les cartes d'embarquement, que les restaurants, que tous ces trucs-là, en fait, fournissent des messages enrichis avec de la donnée complémentaire. Smashou dit, s'il y a une web app, du coup. Alors, la web app de Google Allo, en fait, rebondit par ton téléphone. Donc en fait, ça communique avec ton téléphone et c'est lui qui fait la communication. Donc il y a peut-être des chances que ça marche comme WhatsApp, aussi pareil. Finalement. WhatsApp fonctionne à peu près sur le même principe, si je dis pas de bêtises. Je crois, je sais pas. Si, il me semble que c'est ça. Donc voilà.
Donc à voir, moi j'aimerais bien que ça prenne parce que ça permettrait de standardiser toutes ces plateformes et surtout d'interconnecter avec des messages riches, autres que du WhatsApp, différentes plateformes mobiles. Ok. Ça évite d'avoir à fournir ces données à n'importe qui, puisque WhatsApp, voilà. Ça reste standardisé. Donc moi, ça m'intéresse. À voir. Et le chiffrage dans Google Chat, demande Dompé. Le chiffrement dans Google Chat. Le chiffrement, c'est une très bonne question. Merci Calichon pour le follow. Je ne sais pas là-dessus. Mais c'est vrai que c'est une vraie question que les utilisateurs peuvent se poser actuellement, c'est que c'est une vraie problématique. Donc, est-ce que dans le protocole, ils ont intégré la sécurité du chiffrement comme il se doit? J'en sais rien, j'ai pas regardé. Les gars qui dit dans Google va sortir un message ouvert, mais sur lequel personne va se câbler, donc fermé dans un an. Sur lequel personne va se câbler? Bah, en fait, ils ont déjà signé pas mal de partenariats aux États-Unis. Déjà. Ouais. Ça fait 1 an en fait qu'ils ont. Ne vous inquiétez pas, Orange va signer. Oui, c'est ça. Ça va être ça. Tout ce que Orange peut prendre et qui va mourir dans 2 ans, ils le prennent. Donc vous inquiétez pas si vous êtes abonné Orange. Et ça sera brandé le Super SMS. Super SMS, c'est ça. Il y aura une option dans votre forfait pour utiliser ça. On verra bien comment ça va prendre. Évidemment, ce sera payant. Hein. Ça va de soi chez Orange. Chez Orange, ouais. Tout est payant chez Orange. Même les trucs en option gratuite. Ça devient payant. Orange déjà signé. Nous dit Dompé. Allez, next. On va parler de Microsoft. On passe de Google à Microsoft. Microsoft qui a annoncé donc Azure Sphere, qui est en fait une plateforme complète et surtout en fait un OS basé sur un noyau Linux. Donc, Microsoft va fournir un nouvel OS basé sur un noyau Linux. Incroyable. Alors, il y avait beaucoup de communication. C'est incroyable. Il y avait beaucoup de communication de la part de Microsoft autour de Microsoft aime Linux, etc. pour promouvoir le fait que dans leur plateforme cloud Azure, ils proposent aussi des services sur Linux. Donc ça fait un moment qu'ils communiquent dessus. Mais là, ça va un cran plus loin. C'est-à-dire qu'ils vont développer un truc à base d'un noyau Linux. Et ils vont le proposer en tant que plateforme derrière pour intégrer ça. Alors, Azure Sphere, c'est pas juste un nouvel OS, c'est une plateforme complète qui est dédiée à l'IoT, donc l'Internet des objets. Et en fait, le but de Azure Sphere, c'est de proposer du coup une connexion qui va du... Oula, c'est pas celle-là que je voulais mettre, mais c'est pas grave. Ouais. Qui va de l'objet connecté... Non, mais je l'ai pas mise dedans en fait. Qui va de l'objet connecté jusqu'au cloud. Parce qu'en fait, Microsoft veut fournir un truc, voilà, end-to-end, donc de bout en bout, pour les objets connectés. Donc en fait, il y a 3 briques principales dans cette solution-là, dans cette plateforme. Il y a la partie Azure Sphere Certified MCU. Merci. Donc Certified MCU, ce sont des processeurs qui sont développés par Intel en partenariat avec Mediatek et qui vont être installés dans les objets connectés et qui vont tourner du coup, qui vont faire tourner le système d'exploitation, donc l'operating system Azure Sphere, qui est lui, en fait, l'objet de la news, développé à base d'un noyau Linux. Voilà. Et ce truc-là, en fait, c'est un noyau Linux qui est hautement sécurisé, optimisé pour l'IoT, et lui, il va communiquer du coup avec les services cloud de Azure, notamment les services de sécurité, pour utiliser le cloud Microsoft pour les données, les messages, les notifications, etc. Donc c'est Bitor qui nous dit avec Windows 10 et le WSL, tu peux avoir ton Ubuntu ou ton Kali en natif Windows. Ouais, c'est vrai, mais alors c'est pas pareil, c'est un sous-système. Là, c'est un vrai système d'exploitation 2.0 à base de Linux. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'ils veulent faire? En fait, c'est ça, en fait, ils veulent proposer une plateforme pour intégrer tous les objets connectés. Donc là, il y a la machine à café, ça va te parler, les plaques, les frigos, les lave-linges et tout. Mais tu vois, connecté à un petit nuage là-haut, un petit globe terrestre qui est en fait Azure. Hein. Parce qu'en fait, évidemment, comme toujours Microsoft, ce qu'ils veulent faire, c'est pousser l'usage de leur cloud Azure, puisque c'est les services qui derrière sont facturés. Vous voyez, donc il y a plein de petits objets connectés en bas, y compris des véhicules. Et puis on voit donc les services Azure. Des petits véhicules. Hein. Ouais, des engins de chantier. Par contre, la cafetière aussi grosse que le camion de chantier, ils n'ont pas respecté l'échelle. Ouais, c'est ça. Alors, Smasho a tout à fait raison dans la chatroom. Il parle plutôt de l'aspect industrie. Donc, pour le business, effectivement, tu as tout à fait raison. C'est moins dédié à l'usage. Oui, particulier. C'est pas du particulier, c'est pas du B2C, c'est plus du B2B. Voilà, donc c'est vraiment dédié à l'industrie. Ce que je voulais souligner avec cette image-là, c'est que en fait, le service Azure va pas juste être là pour fournir une plateforme pour récupérer les données, notamment des capteurs de GPS ou comme ça, mais aussi va pouvoir gérer l'OS dans les objets connectés. Okay. Donc à partir du moment où tu as un système Azure Sphere avec un Linux embarqué sur ton objet, le cloud Azure va gérer la sécurité et va être capable d'aller pousser des mises à jour de ce système-là. Et donc ça, c'est la news qui fait pendant au Bits précédent, vous avez fait avec Pierre, où vous parliez effectivement de la sécurité des objets connectés.
Et bien là, en fait, Microsoft apporte une solution en disant, bah, nous, on va gérer la sécurité et gérer les mises à jour à partir de notre cloud, dès lors que vous utilisez la plateforme Azure Sphere complète. Ça, c'est réglé. Donc c'est pas mal, c'est une solution clé en main et end-to-end, donc de bout en bout pour gérer tout ça. Mais évidemment, derrière, pour faire du business, pour vous facturer les services Azure derrière. Donc c'est plutôt bien pensé. Ils ne sont pas donnés. Ouais, c'est ça. Alors après, l'approche est intéressante parce que ils ont une approche en fait où ils vont gérer toutes les briques. Donc end-to-end, donc ils vont gérer dedans le silicon, ils vont jusqu'au silicon, donc le processeur, le software et le cloud. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, on se retrouve avec des chips Microsoft RM, c'est marrant, tu vois, des chips de Microsoft RM, voilà, qui sont faits par Mediatek. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de retrouver les différentes briques dedans. Hein, donc on le voit là-dessus. Donc il y a Microsoft Pluton, qui est la brique qui est l'OS en fait dédié, et les services de sécurité qui sont connectés du coup à Azure. Et le reste, bon, c'est les éléments qu'on connaît. Hein, donc c'est vraiment un microcontrôleur. Hein, c'est vraiment un microcontrôleur. Fait par Microsoft pour Microsoft. Fait par Microsoft pour Microsoft, exactement, c'est ça. Alors c'est dispo en privé, en preview privé pour des industriels. Voilà, comme disait Smashou. Donc les gens qui vont intégrer ça dans leur appliance, dans leur système électroménager, etc. Et pour le grand public, a priori, ça sera plutôt fin 2018, sachant que pour les développeurs, il y aura un SDK normalement en milieu d'année. Voilà, à voir, ça peut être intéressant. Et moi, je trouve que c'est un bon move, encore une fois, pour Microsoft qui cherche à attirer des gens sur son cloud et du coup, il va jusqu'au bout avec des sujets comme ça. Voilà. Parfait. Parfait, nickel. On reste chez Microsoft ? Ouais, Microsoft est... Oui, Microsoft, mais qui met un pied chez Google, tu vois. Voilà, Microsoft qui publie une extension Chrome. Ouais, bon après, attends, on peut pas dire que ce soit vraiment le premier pas de Microsoft dans l'univers Google, puisqu'ils ont un launcher pour Android. Ouais, tout à fait. Plein d'applications. Donc quand on retrouve toute la suite Office sur Android, on peut pas dire que ce soit vraiment nouveau de se retrouver du Microsoft chez Google. Mais et du coup, c'est pas non plus méga étonnant de retrouver une extension Chrome, quoi. Non, c'est pas étonnant, mais c'est la première fois quand même qu'on voit ça. Après, ils se sont un peu tiré la bourre sur les navigateurs, notamment dernièrement où Google montrait, ou Microsoft montrait la performance de Edge en termes d'autonomie par rapport à Chrome et tout ça. Quand tu installes un Chrome et que tu vas changer le navigateur par défaut, tu sais, dans les paramètres de Windows, il te dit, tu te changes et il te fait, mais vous êtes certain, vous voulez pas laisser une seconde chance parce que Edge a beaucoup évolué. Allez, s'il te plaît, Edge il est bien, tu peux essayer, s'il te plaît, allez, ça fait un peu ça. Bah ouais, mais c'est normal, hein, ça fait partie de ce qu'ils cherchent à mettre en avant. Après, Edge est pas mal, mais c'est juste que il n'y a pas grand chose dessus. Et cette extension est magnifique. Elle est magnifique, je sais pas, mais elle a rien de révolutionnaire, effectivement. Non. Et en fait, la technologie derrière n'est pas révolutionnaire non plus, puisqu'en fait, l'enjeu de cette extension, c'est d'augmenter la sécurité de Chrome. Ouais. Et en fait, Microsoft, derrière, qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant ? C'est leur fonction Smart Screen, qui, si vous connaissez un petit peu Windows, va vous parler, puisque c'est la fonction de protection qui est intégrée dans IE et Edge, nativement. Vous savez, c'est le petit truc quand tu lances Microsoft Explorer, Internet Explorer la première fois qui te dit « Ah, voulez-vous utiliser les paramètres recommandés avec Smart Screen, Smart Filter, tout ça, machin ». Et en gros, c'est facile, hein, c'est une blacklist, donc un système de liste noire qui va lister tous les sites qu'il ne faut pas visiter. Voilà, sinon, tu as un gros placard qui te dit « Oulala, attention, ce site, il n'est pas bien ». Et bien, Microsoft, ils ont développé ça pour Chrome. Incroyable. Et alors, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a un laboratoire de recherche en sécurité qui s'appelle NSS Labs, qui a comparé Smart Screen et Safe Browsing, qui est la même fonction chez Google. Et ils ont noté que Microsoft bloquait beaucoup plus de sites, détectait mieux, a priori. Alors, c'est pas énorme non plus, c'est de l'ordre de 90%, 96% versus 88%. Ouais, mais c'est assez étonnant de la part de Microsoft quand même, parce que Google, ils sont quand même beaucoup plus dans les services web et grand public. C'est vrai. Il y a beaucoup plus de Chrome installé, donc ils devraient être capables de récolter plus de données et de mieux détecter du coup les sites malveillants derrière. Bah non, a priori, Smart Screen semble meilleur. Voilà. Alors évidemment, derrière, il y a un pendant à ça, c'est qu'à partir du moment où tu installes ce genre de programme-là ou que tu les actives, ça veut dire que tu balances tout ton historique de navigation chez Google ou Microsoft. Ouais. Alors si tu as Chrome avec cette extension, tu balances chez les deux. Google et Microsoft. C'est bien. Pas de jaloux. On peut que tu utilises les DNS. Voilà, nickel. Pas de jaloux. C'est parfait, c'est génial. Bon, je l'ai pas mise, hein, franchement. Bizarrement. Voilà. Bon, on reste dans la sécurité et maintenant on va parler de Intel. Alors Intel, ouais, il se rachète une image dans la sécurité, ça m'a fait marrer. Bon, rappelez-vous, hein, Intel, tous les CPU ils sont pourris, ils ont tous une faille Spectre et Meltdown dedans, mais c'est corrigé plus ou moins. Aussi, hein, tout nouveau, bah fallait attendre. Ouais, mais à 8700K. Non, mais il est patché, mais logiciellement.
Bon, donc ils ont fait de la pub un petit peu pour leur plateforme de sécurité, mais pas leur processeur, et même c'est pire que ça. Parce qu'en fait, ils ont annoncé donc leur nouvelle hardware dédié à la sécurité, et ils ont notamment dit qu'ils ont intégré maintenant le scan par l'intermédiaire du GPU, donc de la carte graphique. Ouais, tu vois. Les CPU sont pourris, donc on va dédier ça à la carte graphique. Alors c'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire que dans les instructions, dans les plateformes qu'ils proposent autour de leur processeur, ils ont des outils notamment pour scanner rapidement la mémoire, pour détecter s'il y a des programmes qui font des trucs malveillants, qui essaient d'outrepasser les barrières de sécurité entre les composants. Et du coup, pour aller plus vite et pour décharger le CPU, ils ont développé cette technologie-là avec le processeur graphique. Alors ça peut utiliser le processeur Je graphique crois que t'as Google qui intégré. parle. Eh oui, parce que j'ai dit OK Google. Hop, il est en train de me parler, c'est cool. Et du coup, c'est déchargé sur le GPU, du coup on gagne du temps et le processeur fait moins de choses. Voilà, fait moins de choses. C'est cool. Alors du coup, cette fonction-là, proposée par Intel sur leur plateforme, va être intégrée rapidement dans Windows Defender. Voilà, avec leur système Advanced Threat Protection. Ça, c'est plutôt cool. Et ça rejoint un autre truc, c'est qu'en parallèle, il n'y a pas très longtemps, Google a débauché un mec de chez AMD. Et ouais, parce que rappelez-vous, Intel, ils ont intégré maintenant, ils ont dégagé les Intel HD Graphics. Voilà, et maintenant ils intègrent du AMD. Alors, ça reste un processeur AMD collé à côté du processeur Intel. Donc ils sont juste habillés autour, mais ils sont encore séparés. Ils partagent pas grand-chose, si ce n'est le bus entre les deux. Mais du coup, ils vont commencer à exploiter ces chips-là de manière un peu plus intelligente. Et pas juste en tant que carte graphique, mais avec d'autres fonctions comme ça. Et ça rejoint beaucoup d'autres usages où on se rend compte que les GPU... Mais oui, c'est ça en fait. On se rend compte que les GPU sont assez utiles pour d'autres fonctions, notamment pour tout ce qui est traitement parallèle, lancer plein de choses en même temps. Et sur ces fonctions-là, le GPU est beaucoup plus intéressant. Et du coup, ils vont l'intégrer directement dans leur propre plateforme. Ça, c'est plutôt cool. L'autre truc qu'ils vont mettre en place aussi, c'est ils vont mettre une plateforme avancée de télémétrie. Donc ça veut dire qu'en gros, ils vont utiliser les données, ils vont analyser en fait tout ce qui se passe autour du CPU, et plutôt que regarder directement si l'instruction a le droit ou pas le droit de la faire, ils vont plutôt regarder les patterns, ils vont regarder les schémas en fait de ce qui se passe. Voilà. Et ils vont comparer avec d'autres patterns qu'ils ont pu enregistrer. Alors c'est à base évidemment encore une fois d'apprentissage, de machine learning pour détecter ces patterns-là. Et du coup, ça va leur permettre d'améliorer la détection et notamment d'éliminer tout ce qui est les fausses alertes ou les faux positifs, comme on dit. Et voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Et là, Cisco a dit ça nous intéresse, nous on va l'intégrer dans nos équipements. Voilà. C'est cool. Parfait. C'est très business. Non, mais après, ça va être très serveur et très business et moins. Après, c'est bien qu'on utilise les GPU pour autre chose. Ouais, mais au bout d'un moment, tu vas voir, ils vont être à la gueule les GPU. Oui, c'est vrai. Pour dominer du Bitcoin. Et voilà. C'est vrai que ça va faire un petit peu mal. On va parler maintenant d'un petit peu d'espace. On part dans l'espace. Yeah. On va parler de TESS. Tu connais TESS? Ouais. TESS, le chasseur d'exoplanètes. Alors TESS, c'est un satellite lancé par la NASA, qui a été lancé le 18 avril, il n'y a pas longtemps. Ouais, il a son fusil, tout ça, son impôt à planète, à exoplanète. Exactement. Et après... C'est le chasseur, exactement. Voilà. Donc TESS, c'est un acronyme pour Transition Exoplanet Survey Satellite. Alors son satellite. Son objectif, en fait, à ce satellite-là, c'est de détecter... ils ont déterminé que d'ici 2 ans, ils seraient capables à peu près de surveiller 200 000 étoiles. Donc 200 000 étoiles, et du coup avoir toutes les planètes qui tournent autour. Pas mal. C'est assez impressionnant. Alors, c'est lui, tu vois, il est tout mignon, tout plein. Alors, ça fait pas très high-tech, hein. C'est moche à chaque fois, comme d'hab. Il est pas très très gros, tu vois, par rapport au bonhomme à côté. Par contre, il y a des objectifs dedans, il y en a 4, tu vois, qui sont assez costauds, quand même, là. Hein. On n'est pas sur la petite caméra 4K. On est sur le gros objectif, il y en a 4. Et en fait, son but, c'est donc de détecter les transitions de planètes devant les étoiles. Alors, comment ça se passe? C'est là. Voilà. En fait, il faut savoir que quand on regarde très 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 loin, pour détecter une planète, on ne la voit pas directement, la planète. Non. Ce qu'on voit, en fait, c'est que... Déjà, ce qu'on voit à distance, ce n'est que la lumière. Okay, donc, en fait, on capte la lumière des étoiles. Et donc, en fait, pour détecter qu'il y a une planète, on va détecter qu'il y a des changements dans la lumière. Ouais. C'est une des façons de faire, c'est celle qui est la plus utilisée actuellement. Donc en fait, on va détecter, donc on voit les petites courbes en bas, il y a une planète qui passe devant l'étoile au moment où on la regarde, et du coup, la lumière change, et on va détecter que ce pattern-là, en fait, il est régulier. Donc il y a une orbite, la planète revient régulièrement dessus, et du coup, par rapport à tout ça, on va pouvoir extrapoler beaucoup de données par rapport au changement de lumière, par rapport au temps auquel ça revient, la fréquence à laquelle ça revient,
et du coup la position de l'orbite, etc. Et c'est comme ça qu'on en déduit l'existence et la position de planètes autour de certaines étoiles. Pas mal. Ça, c'est pas nouveau. Ouais, c'est pas nouveau. Hein, Ça date d'il y a très longtemps. C'est comme ça qu'on a découvert plein de planètes du système solaire initialement, historiquement. C'est comme ça que fait actuellement aussi Kepler. Kepler, c'est un satellite qui est actuellement présent, qui détecte comme ça des planètes. Mais Kepler, contrairement à TESS, il va lui regarder dans un tout petit cône. On le voit là sur l'image. Il a un tout petit cône de visée, mais qui va regarder très loin. 3000 années-lumière, il va regarder. Donc c'est vraiment super loin. Et TESS, en comparaison, lui, c'est 200 années-lumière, donc c'est tout petit. Par contre, il va regarder tout autour. Il va faire vraiment tout le tour du truc. Voilà, donc il va regarder vraiment partout. D'où le fait de pouvoir regarder jusqu'à 200 000 étoiles derrière. Voilà. Donc le but de ça, c'est de détecter effectivement des exoplanètes, donc des planètes en dehors du système solaire. Monsieur H qui dit « Ah donc je suis une planète, je reviens régulièrement sur ma femme. » C'est ça. Très bien, parce que tu éteins la lumière à chaque fois. C'est ça. Clic, il y a une fréquence de lumière. C'est ça, et donc du coup, je sais plus ce que je disais, mais tout à fait. Les exoplanètes, voilà, pour détecter les exoplanètes, et notamment pour qualifier celles qui seraient potentiellement habitables et tout ça, ou qui pourraient héberger la vie et tout et tout. Voilà. Alors je vous ai fait une petite fiche, voilà, du super télescope. Qu'il est beau. Il est beau, hein. Voilà, donc 200 000 étoiles à scanner. Ils espèrent découvrir environ 20 000 exoplanètes, voilà, dont 50 qui seraient proches de la Terre. Donc ça, c'est des objectifs, mais c'est des extrapolations par rapport aux données qu'ils ont déjà de ce qu'ils ont déjà regardé avec notamment Kepler et tout ça. Voilà, donc il y a là un détail sur le poids, la taille et le coût, hein, 273 millions d'euros. C'est pas excessif non plus. Voilà. Et 4 caméras, 16 mégapixels à large champ de vision. Oui. Et voilà, c'est la news pour Alexandre Astier, exactement. Oui. Bon, on passe de l'espace à la mer. Allez, revenons pas sur Terre mais sur mer. On va parler de Playmobil, de jouets connectés. Ah, mais il est magnifique. Il est magnifique celui-là. Purée, ça c'est juste parfait. Alors, cette histoire-là, c'est une petite histoire de famille qui est vraiment sympa. Ce sont deux frères, donc deux jeunes enfants du nord de l'Écosse, qui ont reçu en cadeau un super bateau Playmobil. Et la première chose qu'ils se sont dit, c'est « c'est génial, il faut le mettre dans la mer et aller le faire promener et tout ça ». Donc ils ont reçu ce magnifique bateau Playmobil, et plutôt que jouer avec, tu vas faire leurs histoires et tout ça, ils ont dit mais nous on veut le mettre à la mer, qu'il aille se promener, faire le tour du monde et on veut le suivre et tout ça. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Eh bien ils ont équipé ce bateau-là de capteurs. Alors initialement non, il avait juste équipé en fait d'un message, un petit peu comme une bouteille à la mer. Ils avaient dit ben voilà, on va mettre dedans un petit message avec tous ceux qui trouvent ce bateau. Merci d'enregistrer la position, nous envoyer en fait cette position-là, donc c'est du GPS manuel, hein, tu vois, trouver à tel endroit, et de le remettre à la mer pour qu'il continue son périple. Alors ça c'est intéressant, ça fait très bouteille à la mer, et ça fait aussi old school, tu sais, les messages, cartes postales que tu t'envoyais avec le tour du monde et tout ça, machin, les relais. Voilà, donc ils ont lancé ce bateau au départ de Peterhead, donc c'est un port de pêche dans le Royaume-Uni. Et en fait, ce bateau, donc c'est intéressant à suivre son parcours. Donc il est parti d'Angleterre, il est allé jusqu'au Danemark, en Suède, en Norvège. Et à partir de là, en fait, il a été récupéré par un navire norvégien qui lui partait en croisière et du coup, il l'a lâché plus bas à Cap-Vert. Carrément, donc il a lâché à Cap-Vert pour qu'il fasse la traversée de l'Atlantique. Alors je vais lancer l'incruste, ça va être long à lancer normalement. Ouais, non, parfait, ça marche, parfait, la super image. Donc là, c'est le départ en fait à partir de Cap-Vert. Et ce qui s'est passé à partir de Cap-Vert, c'est qu'ils ont commencé à se faire connaître. Il y a une société qui s'appelle OPEX Group qui s'est dit, mais c'est génial votre truc, on vous sponsorise, on équipe le bateau à mort de capteurs de machin, tout ça, on vous fait une plateforme internet qui est là, celle que je vous montre, qui permet de suivre en temps réel le bateau. Voilà, donc là, on peut dérouler l'historique de la navigation et tout ça. Merci pour le lien dans la chatroom, Cédric. Pas de souci. Track Adventure, voilà, sur Squarespace. Et du coup, on peut suivre ça, naviguer, voir le truc. Voilà, tu vois les courants marins, tu vois les vents et tout ça, et tu peux mettre tout ça en corrélation pour te rendre compte un petit peu de comment navigue le bateau. Ce qui est super intéressant, c'est que tu vois les courants marins, tu sais, dans l'Atlantique, le Gulf Stream et tout ça, machin, tu vas le voir, il suit tout son truc. Donc là, il arrive voilà, au Venezuela, pas loin, il va longer la côte un petit peu, et ils espèrent qu'il remonte derrière tout ça. Moi, je trouve ça, c'est juste merveilleux. C'est un rêve de gosse d'avoir un jouet comme ça qui est prévu pour un bateau, quoi, un truc qui est prévu pour naviguer, comme un avion, et de se dire que le truc, il peut faire le tour du monde. Et je suis impressionné que ce truc-là, ce jouet en plastique Playmobil, il tienne le coup, quoi. C'est incroyable. Alors, il faut savoir qu'ils l'ont... C'est une sacrée pub pour Playmobil. Hein. Ouais, alors, ils l'ont un peu customisé, le bateau. Hein. Ils ont rajouté deux choses. La coque, alors en fait ce bateau-là, il n'est pas vraiment prévu pour naviguer. Coque en titane. Donc ils ont rajouté, en fait ils l'ont blindé de mousse dedans, donc de la mousse expansive pour qu'il flotte. Voilà. Et ils ont surtout rajouté un contrepoids, tu sais, une grosse béquille en fait pour qu'il soit bien, qu'il reste vertical dans l'eau. Une quille, c'est ça, merci. Je cherche le mot.
C'est le capitaine Haddock qui conduisait. Ouais, c'est sûrement ça. On la voit pas Voilà. sur l'incruste d'ailleurs. Attends, je la remets. Non. Là, c'est juste le jouet. Non, je crois pas qu'on le voit. Enfin, s'il y a un poids en bas, il y a un gros socle. Ah oui, j'ai si, on le l'impression, voit, ouais. ouais. Je crois que c'est ça. Voilà, ils sont Pour être jeunes les sûr qu'ils gamins. chavirent t'imagines pas. Ouais. C'est un beaucoup de papa aussi, ça, parce que je pense que le papa, il y a beaucoup joué derrière aussi. Tu m'étonnes. Voilà, donc ça, c'est plutôt intéressant. Les gamins, j'aurais adoré un truc comme ça, c'est parfait. Avec 2 coups de canon dans Sea of Thieves, tu coules. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, moi, je suis curieux de suivre encore son périple, voir jusqu'où Ouais, il va c'est aller, rigolo. s'il va allonger toute la côte, s'il va revenir du coup avec le reste du courant marin et tout ça. Du coup, avec C'est en rigolo. Amérique du Sud, le bateau va prendre direct 10 kilos de farine. Ah, mais c'est trop ça, t'imagines? Hop, il bourre de farine, hop, il le renvoie, tu sais. Ah, Tout le un truc destin. appelé. Pas mal. Et les gamins, ils vont trouver ça. Oh, génial! Ah ouais, non, regarde, de la farine. On peut faire un gâteau ce soir. Un Oui, super oui, space cake, ouais. tu Nickel. peux. Un vrai kitchen killer pour le coup, là. Oui. Bon, alors on revient sur Terre, vraiment, cette fois, Ah mais ouais, avec mais là, oui. des roues. On va parler de... Ah, joli. Qu'est-ce que Café Série. Il y a quelqu'un qui est en train de Ah, préparer Café Série. Café Série est en train de se préparer de son côté. Voilà, et qui nous change les titres. Bravo. Merci. Volkswagen ID Air Pikes Peak. Alors, vous risquez d'avoir du coup des incrustes de Café Série qui vont popper. Franchement. Je vais prévenir d'arrêter. Non, mais je pense qu'ils vont pas cliquer dessus, ils vont se tromper. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un véhicule de la part de Volkswagen, évidemment, et qui est une voiture de sport dédiée à la course de côte. Alors, qui c'est qui connaît Pikes Peak dans l'assistance, s'il vous plaît? Parce que c'est juste une course mythique. Pikes Peak, c'est une course de côte. Donc, c'est une course dont le principe, c'est de grimper une montagne le plus rapidement possible. C'est une course d'ascension. Alors, il y a deux types de courses de côte, hein. Il y a monter et descendre. Et il y a les deux. Des fois, on fait les deux en même temps. Là, c'est une course d'ascension. Et le gros intérêt de cette course, c'est que Loeb qui l'a gagné, c'est une course qui est assez violente pour les machines et pour la mécanique en général. Parce que Loeb, il a battu un record avec la Peugeot. Non, la Citroën. C'était quand? C'était l'année dernière ou l'année d'avant. Ouais, c'est une des courses les plus connues et les plus J'ai envoyé dangereuses. un message dessus, elle me dit ok, j'arrête. Parce qu'elle allait vraiment cliquer, tu vois. Donc voilà. Voilà, une des courses les plus connues et les plus dangereuses. Tout à fait, Biridov, tu as tout à fait raison. Il y a aussi la Alors, version c'est la moto. course de côte, hein. On est en bas et on démarre. Ouais, mais elle est hyper à dangereuse Donf. parce que Non, mais tout à fait, parce que la route est assez étroite, il n'y a pas de rambarde, il n'y a rien, c'est brut. c'est violent. et T'as une ça grosse tourne. montagne bien Et d'un ça côté. tourne. Ouais, c'est ça, ça l'homme pas mal. Et donc c'est une course qui mythique hein, parce que ça fait un moment qu'elle est courue et il y a beaucoup de voitures historiques qui sont passées là-dessus. Ouais. Et il y a une particularité aussi, c'est que alors là, du coup, c'est une électrique, mais sur les thermiques, par exemple, il y a plein de choses à prendre en compte. En particulier, le changement j'allais dire de pression atmosphérique, mais c'est ça. Et oui, Et la quantité d'air aussi quand on arrive c'est au ça, sommet. exactement. Et donc, du coup, les moteurs ont plus du tout les mêmes performances Et ouais. une fois qu'on a passé les premiers kilomètres. Parce qu'en fait, on a donc la C'était course. une 208, ouais, voilà, c'était une 208, c'est une Peugeot. Ouais, Je pensais que ouais. c'était une Alors, Citroën, mais c'est pas une Citroën. Vraiment, parce que je sais plus. Remarque, c'est PSA, hein, mais bon. ouais, c'est la même maison. Donc la course fait 20 km à peu près, hein, 19,99. Le départ est à 2800 mètres d'altitude et l'arrivée à 4300 mètres. Donc c'est ce que tu disais, il y a quand même un bon paquet de dénivelé. Ah oui, oui. Voilà. Et le record à battre, il est de 8 minutes 57 et 118 Pas mal. centièmes. C'est pas Ouais, mal. Hein. effectivement, c'était la 208 T16. Alors, C'était un hommage à la 205 T16. ah oui, mythique. On va la montrer quand même, cette magnifique voiture. Donc on le voit, ça ressemble beaucoup à un proto de course, donc électrique, hein, 100%. Et elle est plus rapide qu'une Formule 1. Alors plus rapide dans quel sens? En fait, elle va de 0 à 100 en 2 secondes 25. Ce qui est impressionnant, mais qui est inférieur encore à au prochain Roadster Tesla. ouais. C'est vrai. T'imagines? C'est C'est un ouf, truc hein. de malade. Voilà, mais qui est quand même beaucoup plus rapide qu'une Formule 1 ou même qu'une Formule E, donc qu'une la Tesla, version hein. électrique, ou qu'une Tesla. Voilà. Alors le but de la manœuvre en fait pour Volkswagen, donc indépendamment du fait de faire de la pub et puis une belle image de marque et battre le record du coup, c'est surtout de trouver derrière le bon rapport poids-puissance. C'est Parce ça. que dans ce genre de véhicule-là, plus tu mets de la batterie, plus tu mets de l'équipement, c'est pas forcément ça qui va faire que tu vas aller plus vite. Ouais. Il y a un moment où ça sert à rien de rajouter des batteries, parce que ça va coûter trop cher en termes de poids par rapport à la puissance que ça rajoute. Idem pour les moteurs. Donc le but c'est de trouver le bon équilibre où on va avoir un meilleur rapport poids-puissance autour du véhicule-là. Et évidemment derrière ça, le but c'est de faire des retombées dans le domaine du grand public pour améliorer les véhicules électriques de monsieur tout le monde. C'est ça. Ou madame tout le monde. Alors Aussi. après, si je dis pas de bêtises, pour que comment ça s'appelle, le record soit validé, il y a
il y a des choses à respecter sur le carénage, sur tout un tas de choses en fait. Normalement, Il y a des catégories. voilà, il y a des catégories. Il y a Par des exemple, catégories pour grimper. pour la 208 T16, il fallait qu'il y ait une partie de la voiture de série dans le véhicule. Enfin bon, il y avait tout un tas de trucs comme ça. Tout à fait. Alors le record précédent, j'en ai parlé, il est détenu par une voiture électrique aussi, puisque Oui. c'est la catégorie qui s'appelle la IO. Ah oui, c'est vrai. IO PP100, en 2016 quand même, ça n'a pas été battu depuis, qui est cette voiture-là, Oui. qui est déjà un proto électrique. Donc c'était déjà un beau travail. Et cette voiture-là, elle avait une particularité, c'est que c'est pas un constructeur qui a derrière ça, c'est un groupement de gens qui étaient passionnés. Et en fait, ils ont construit ce véhicule-là, mais avec des pièces qu'ils ont pu trouver. Okay, donc ils n'ont pas construit le véhicule de zéro, Non. mais ils ont notamment utilisé des moteurs électriques qui étaient déjà existants. Alors eux, ils ont eu un autre problème derrière, c'est qu'ils n'ont pas pu gérer des moteurs électriques et les produire comme ils le voulaient à l'époque. Il allume-cigare, nous dit Batix. Oui, c'est ça, il faut qu'il y ait un allume-cigare, c'est bon, c'est une voiture. Ouais, c'est bon, ça marche nickel. Voilà. Et eux, ils avaient du coup 7 moteurs électriques pour 4 roues. Donc ils ont bien dû s'amuser pour gérer ça, pour répartir la puissance et tout derrière. Voilà. Donc il y a des chances en fait que cette voiture Volkswagen batte le record, parce que eux ont les moyens de créer complètement la voiture dédiée Vous pour. avez les moyens de vous faire parler de zéro, c'est ça. Tout à fait. Non, mais vraiment, enfin, c'est assez intéressant de voir ça. T'as vu que Volkswagen, je vais remettre la photo de la voiture, Volkswagen, comme ils sont en train de se racheter une image avec leur ID, leur plateforme Toute la série ID, ouais, c'est la ça. série ID, ils vont aussi changer de logo à partir de 2019 ou de 2020. On n'aura plus le VV, enfin le VW classique, ils vont carrément changer de logo et tout ça. Puisque la plupart de leurs véhicules, normalement dès 2020, devraient être électrique. Ils ont annoncé ça effectivement pour se racheter une image aussi par rapport au Dieselgate. Dieselgate. Exactement. Donc bon, on verra bien. Tiens, on va reparler maintenant de Google puisqu'on va aller discuter du nouveau Gmail. Le nouveau Gmail, alors vous l'avez peut-être pas tous, mais il est en train d'être déployé. Et moi je l'avais pas tout à l'heure et toi non plus d'ailleurs. Non. Alors je vais tester en attendant. Regarde. Hop. Vas-y, fais le test. The New Gmail. Ah, ça ressemble à l'ancien, ça. L'écran de chargement. Ouais. Et là, normalement, tu as une fonction pour essayer la nouvelle version de Gmail. Et voilà, pile là, entre tout à l'heure et maintenant, je l'ai. Et donc là, ça marche plus, ça y est. Oh, ça bouge, la c'est belle joli. anime. Bon. Ouais, vous cliquez sur la petite roue crantée Oh, en haut à droite dans vache. Gmail et normalement vous avez ça. Alors, comment la voir? C'est ça. Petite roue entrée où il y a les paramètres en haut. Voilà. On choisit la vue, si on veut la vue tablette, la vue simplifiée, machin. Et en tout premier, normalement, il y a essayer la nouvelle version de Gmail. Waouh. Eh ouais. Bon alors. Ouais, ça on peut toujours choisir si on le veut compact ou pas pour afficher plus ou moins de lignes. L'idée c'est que Gmail fait peau neuve et rajoute quelques petites fonctionnalités ou du moins met en avant certaines fonctionnalités qui existaient déjà mais que personne n'utilisait. Alors je sais pas du tout comment sont les captures. Je vais cliquer sur la première. C'est laquelle celle-là? C'est le calendrier qui est calendrier intégré maintenant à intégré, droite. ouais. Voilà, c'est ça. Le calendrier qui est intégré. Ça, c'est cool. Ah, il y a Keep. Ils ont intégré Keep aussi dedans. Ouais. C'est génial. Ils ont aussi intégré Keep, donc vous avez toutes vos notes et tout ça. Sur cette capture, c'est quoi? Ah oui, c'est la fameuse fonctionnalité qui vous permet de voir que certains mails, vous l'avez reçu il y a un petit moment, vous n'avez toujours pas répondu. Et donc, il vous incite à traiter ces mails-là. Donc, pourquoi pas, hein, mais c'est une fonctionnalité comme une autre pour être sûr de répondre à tout le monde. Je suis loin du zéro inbox dans mon Gmail, donc Ouais. ça va être chiant là. Ça va être très chiant. Donc là aussi, on a une alerte anti-phishing maintenant intégrée. Donc ils ont augmenté la sécurité de Gmail, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Ça marche déjà plutôt bien l'anti-phishing. Donc là, la nouveauté, c'est le petit bouton qui est tout à droite, le snooze, qui en fait est la fonctionnalité. Je veux me renvoyer ce mail-là demain. Donc le mail se met en Il revient plus tard. Tu Exactement. t'auto-renvoies ce mail. renvoie ce mail, comme ça à nouveau tu l'as. Ah bah c'est génial ça. Il y a les pièces jointes aussi qui apparaissent dans l'aperçu. C'est la fonction qu'il y avait dans Inbox notamment. Voilà. Bon, là il y avait la version mobile. Ouais, alors la version Inbox, mobile était déjà. Là en fait c'est surtout pour nous montrer que maintenant il y a le Voilà. unsubscribe et tout ça que tu peux avoir. Donc c'est plutôt cool. Et la dernière chose c'est les fonctionnalités de sécurité. Et oui. Maintenant on peut envoyer un mail en disant ce mail expire dans 7 jours. Ou même mieux encore, tu peux définir un passcode SMS en disant la personne ne peut ouvrir ce message que si elle génère un code pour être sûr que ce soit bien elle avec son mobile. Donc là, Sam reçoit son message. Voilà, ça va expirer le 25 avril. Donc là, le temps va s'accélérer. Voilà, très bien.
le message a expiré et du coup quand il va cliquer dessus, il y aura juste un message qui dit votre mail a expiré. Donc c'est pas mal. Moi je trouve que ça a évolué, hein, donc on est plutôt content de voir le soft évoluer. Moi j'utilise beaucoup Gmail. Alors j'utilise dans le navigateur que pour le boulot, parce qu'après j'utilise les clients lourds entre guillemets de mon téléphone par exemple pour. Tu as l'appli officielle Gmail en fait? Non, quand je dis le client lourd, c'est même c'est le mail Apple. Le mail Apple D'accord. que j'utilise dessus ou sur ma tablette. Pourquoi pas, ouais. Donc voilà. Mais pourquoi pas? Moi je trouve que les fonctionnalités sont sympas. Il y a les fonctions et il y a le design. Merci Ridget pour les 499 bits. Joli. Toi t'as pris le pack toi. Toi t'as pris le pack de 500 bits. Il y a le design aussi qui a été revu, puisqu'en fait, ils ont intégré le nouveau Material Design dans les règles de l'art de ce qu'ils annoncent dans les Material Design 2, d'ailleurs, voilà. puisque c'est son nom. C'est pas mal. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. L'interface est rafraîchie. C'est pas la grosse révolution, mais c'est pas mal. C'est pas mal. moins violent en termes de couleur et de découpage. Il nous reste pas mal de news, mais ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite pause. Allez. Avant d'enchaîner. Et salut à tous, bienvenue dans Beats, épisode... Non, je déconne. Partie 2, évidemment. Donc tout à l'heure, on parlait, juste avant la pause, du nouveau Gmail. Là, on parle d'un sujet qui n'a plus rien à voir, puisqu'on va parler de blockchain. D'innovation. Vous pouvez cocher dans le bingo le mot blockchain. C'est vrai. Voilà, merci sur la chaîne aussi, Butester 31415. Alors, on va parler de blockchain et de blockchain d'État, monsieur. Oui. Attention. Merci Ridjaz aussi. Française. 19 fois de resub. On va parler de l'ANFR, donc l'ANFR qui est l'agence française, l'agence nationale. Pardon, pour les fréquences. Et oui, vous avez vu parler de fréquences dans la chatroom là autour des opérateurs mobiles, voilà. C'est eux qui gèrent tout ça. Voilà. Alors ils ont travaillé en partenariat avec une startup qui s'appelle le Blockchain Partner, voilà, donc, qui porte bien son nom évidemment. Ils vont lancer cet automne donc cette initiative là qui est une blockchain pour gérer les fréquences. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ça, en fait? La NFR, en fait, c'est eux qui gèrent l'attribution des fréquences. C'est-à-dire qu'ils disent, toi, tu as le droit à telle plage de fréquences, donc des 700 à 704, ils vont uberiser, etc. Et ils le font à la mano, quelque part, actuellement. Ouais. Alors, il y a des fréquences qui ne bougent pas beaucoup, hein, les fréquences de la TNT, de la 4G et tout ça. Alors, ça bouge, mais pas beaucoup. Par contre, il y a beaucoup de fréquences qui sont utilisées très ponctuellement, pour des manifestations, pour des opérations très ponctuelles. Et donc ces fréquences-là sont souvent allouées, réutilisées, etc. Exactement. Et celle-là, il y a beaucoup de turnover, beaucoup de gestion à faire. Et du coup, ils ont dit, on va essayer de gérer ça avec de la blockchain. Voilà, c'est marrant. Alors, il faut savoir que la NFR est gérée par le ministère de l'économie et des finances. Donc c'est une bonne initiative en termes d'innovation de leur part. Et voilà. Donc ils vont gérer ça avec une blockchain, ça me fait marrer. C'est chelou. C'est chelou. L'initiative est intéressante. Startup Nation, hein, donc c'est un peu normal. Ça. Moi, ce qui me fait le plus marrer là-dedans, c'est quand même le grand écart, parce que les fréquences, tu vois, si tu parles de fréquences, c'est une techno, c'est un truc très ancien. Et la blockchain, c'est le truc, le top d'innovation dans le machin moderne. Donc le grand écart est assez intéressant à noter sur ce truc-là. Je pense pas que ce soit indispensable pour gérer les fréquences comme ils le font actuellement. C'est intéressant qu'ils s'y penchent pour gérer ça. Moi, ça m'a bien fait marrer, surtout les NFR. Et puis surtout l'aspect que ce soit une blockchain d'État, en fait. C'est surtout une démarche de notre gouvernement pour gérer ça. Et c'est intéressant de voir que eux, en tout cas, s'intéressent à ça. Ils ont noté l'usage. Pourquoi pas? Ouais, bon, effectivement. Ouais, on a dit c'est une base de données quelque part la blockchain. Non, mais complètement. Oui et non, mais c'est surtout que c'est public en fait. Toutes ces fréquences-là sont publiques, ça fait partie et eux le gèrent. Donc en fait, ça permet de donner aussi une vision de qui a eu droit à faire, à utiliser quelle borne de fréquence quand. Il y a aussi cet aspect-là. Ah oui, c'est vrai, il y a quand même ce truc-là. Il y a une traçabilité en plus de la gestion du stockage, tout à fait. Code source bientôt open sourcé. Alors ça, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée parce que le code source de ce qui a été fait par l'État, alors ça dépend qui le fait, mais bon. Beta.gouv.fr, il y a des trucs pas mal dessus, mais bref, on verra. Donc l'initiative, c'est bientôt d'ailleurs, j'ai pas noté la date, mais c'est bientôt, ils vont le faire en courant d'année, je crois. Voilà. Alors on part en voyage? Oh putain. On part au Panama. Alors, Panama Paper. Il y a des gens qui ont pris des photos du prochain studio de. C'est ça. De ça studio nous donne un peu des idées de ce qu'on va faire dans le prochain décor. D'ailleurs, il faut qu'on contacte Alienware. Hein. Il faut qu'on les appelle. C'est vrai? Ouais. Tu penses? Ouais. Faut le faire. Mais attends, le processeur là est moins bon que celui que j'ai. Ah, bah c'est nul alors, on les appelle pas.
Ouais. Il Alors, faut inverser le 7 et le 8. Ah. Rajouter un K derrière aussi. comment il se la pète. Mais il faut enlever le T et le I à la GTX, ça c'est beaucoup moins bien. Par contre. Je sais pas si tu gagnes en fait au champ. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au Panama, il y a un petit hôtel un peu connu, qui est le Hilton juste, qui a une chambre un peu particulière, qui est la chambre numéro 2425, qui est une chambre entièrement équipée par Alienware. Voilà. C'est une gamer room, ouais, donc tu peux louer en fait une chambre dans cet hôtel, moyennant la modique somme de 349 ou 350 $ la nuit, j'ai pas compris l'écart, peut-être la période creuse de pleine en fait, je sais pas. Ouais. Ça fait quand même un peu cher la nuit. Mais du coup, pour ce tarif-là, tu vas avoir une chambre complète équipée du meilleur matos qui existe quasiment pour Et avec faire Paris du Hilton. gaming. Non, pas du tout. C'est le bonus. Ah. Cherry on the cake. Alors, tu as vue sur la mer quand même au Panama. Tu as 2 grands lits, donc des lits L'espresso Alienware. king size, tout à fait, qui dépotent. Une TV OLED 65 pouces, que voilà. C'est celle-là? Ouais, je je crois. pense que c'est là. Ouais. Avec le bon gros siège gamer back et tout ça machin, voilà. Un PC. Casque VR. Casque VR, donc Oculus Rift, un PC Alienware, donc le fixe qu'on voit ici, avec un Core i7 7800, une GTX 1080 Ti, Mhm. 2 manettes Xbox Elite, voilà. Voilà, il faut bien ça. Le minimum, j'ai envie de te C'est dire. ça, Oculus Rift. Mais comme c'est pas suffisant, un petit bureau pour les invités, pour les potes qui Oh. voilà. Ah, le siège est sympa. Ah, t'es pas mal, t'as vu ça? Moi aussi, j'ai bien aimé l'aspect squelettique, là, la Alien. Ouais. Bref, donc un petit PC portable, pareil, Alienware, donc ceux que j'aime bien, les bons PC gamers là. Connecté à un écran 34 pouces, la wide ultra machin, et des sièges Improviser une LAN. ergonomiques qui vont avec. Voilà, petite LAN improvisée dans la chambre d'hôtel. Si tu Impressionnant. Passes, Bon, si c'est tu passes un mois dans cet hôtel, tu peux en fait racheter tout ce qu'il y avait dedans. c'est que ça. Peut-être qu'il vaut mieux. À l'emplacement, après, tu vois pas précisément où est l'hôtel, où est. Enfin, faut Non, regarder non, bien si. sûr. Mais je pense que bon. ça Bah, va au être intéressant. Panama, ça va être sympa. Après, quand tu vas là-bas, pour louer une chambre comme ça, c'est pas pour aller voir la mer à côté. Donc, bon. C'est ça qui est un peu antinomique. Moi, non, mais à mon avis, il y a 2 choses derrière ça. Tu Il y a- voyages avec des gens qui. Et toi, tu dis, j'en ai rien à foutre de la plage. Laissez-moi dans ma chambre. Ouais, et là, il c'est vaut ça. mieux que tu aies cette chambre. Alors, pour moi, je pense. Tout d'un- ça pour consulter ses mails. C'est ça, pour le cul. Exactement, sur le nouveau Gmail. Je pense qu'il y a 2 choses derrière. Bon, il y a l'aspect coup de com' de la part d'Alienware, parce que communiquer là-dessus sur une chambre d'hôtel comme ça le fait. Ouais, mais il y avait une chambre Xbox comme ça aussi. Voilà. Et après, il y a l'aspect aussi inviter la presse. Ouais, Voilà. c'est- Pour découvrir le matos de la marque, ils vous invitent là-bas. Il faut savoir que ça se fait beaucoup. Pour la Xbox One, c'était, je crois. Je crois que c'est Cédric Ingrand qui en a parlé dans le rendez-vous Ouais, tech, justement, où il disait que Apple, en fait, ils louaient. Ils avaient même pas loué, ils avaient acheté un super méga appart à Londres directement, Ouais. qu'ils ont entièrement équipé en produits Apple. Ouais. Et ils invitent dedans la presse juste pour découvrir et tester les produits. Ouais. Voilà. Et sinon, ça sert pas. Et ça me fait un peu penser à ça, et je pense qu'ils vont aussi s'en servir de la même C'est un manière. showroom, Alienware. mais C'est un avec une showroom. mise en service. de trucs. Dans un hôtel quand même. Donc c'est pas mal. Ça fait rêver. Non, C'est ça beau. fait rêver, mais. Non, mais il faut qu'on les appelle. T'as montré les lits? Non, t'as pas montré les lits, je crois. Les lits. Alors, Ouais. c'est le plus important. Ah, Voilà. mais attends, Les ça, coussins on sont va dormir. merveilleux. Ouais. La déco, non, mais la déco La murale. déco est pas du tout kitsch, hein. C'est black and white, complètement. Voilà, avec des têtes d'aliens partout. Moi, j'aime bien. C'est Ouais, mignon. ouais. Ouais, c'est un style. C'est un style, faut aimer, mais bon, à mon avis, quand tu vas là-bas, c'est pas trop pour dormir. Ouais. Oui, c'est vrai, la maison domotique qu'il y avait qu'on avait présenté dans Geeking. La maison domotique numéricable qui était à Paris dans un sous-sol, Ouais. en fait. Et qui était pas mal, hein, avec la cave à vin connectée et tout. Enfin, c'était sympa. Bien. Bon, Après, une musique. bah oui, Allez. parce que tout est connecté. Massive Attack, voilà. Alors, on avait déjà parlé de ça, du stockage d'informations sur de l'ADN. Ah Eh bien, ils ont atteint l'étape supérieure. Ils vont le faire, puisque c'est pas encore Rappelez-vous, finalisé. on avait parlé, comment C'était des gifs, ils avaient stocké Oui, des gifs. des gifs animés dans avec- du caca, je crois. Dans du C'était pas caca. C'était pas ça, il n'y avait pas un truc. Ouais, si, peut-être un truc comme ça. Ouais, je me rappelle je du me titre souviens de du l'épisode, titre de c'est ça. l'épisode et. C'est vrai. Voilà. Exactement. Massive Attack, est-ce que c'est du DDoS? On nous dit non. Massive Attack, ce merveilleux groupe et ce merveilleux album qui s'appelle Mezzanine, pour ceux qui connaissent, qui Ouais. va fêter son 20e anniversaire bientôt. Mais du coup, ils vont le stocker dans de l'ADN. Voilà. Alors, il faut savoir que ça va être donc écrit sur des brins d'ADN qui vont eux-mêmes être stockés dans des perles de verre nanométriques. Alors, pourquoi? Parce que l'ADN ça s'use déjà d'une part, et puis c'est peu robuste sur la durée, alors que les perles nanométriques vont faire que ça va figer tout ça sur une très très longue durée. Alors c'est l'école Polytechnique Fédérale de Zurich, encore elle, ça fait plusieurs fois qu'on en Rien parle, que ça. ils sont assez costauds là-bas. Donc ils vont encoder ça sous la forme, ils vont passer en fait de la forme binaire, donc l'encodage binaire qu'on connaît, des 0 et des 1, avec l'encodage ADN qui est elle basé sur
les différentes lettres qu'on connaît pour tous ceux qui ont fait un peu de SVT, ACGT. Hein. Rien à voir avec les grèves de la SNCF en ce moment. Non. Je me rappelle même plus les acronymes, tu vois. Tu te rappelles, toi? Je ne me souviens plus. Ah bon, bref. Il faudrait que Chag soit là, elle pourrait nous le dire. Exactement. Donc il y a une magnifique image qui illustre un petit peu ça. Donc il y a la pochette en fait de l'album et on voit un petit peu comment ça va être encodé. Et en fait le principe c'est simple, c'est pour ceux qui ont déjà fait un petit peu de développement, qui connaissent un petit peu le développement web, vous connaissez déjà un petit peu ça parce que sur le web par exemple, les images, il y a pas mal de choses qu'on encode en base 64. Oui. Donc, ça veut dire qu'on prend les informations et plutôt que les écrire avec des 0 et des 1 ou avec des chiffres, on va les écrire avec 64 caractères différents, qui sont toutes les lettres de l'alphabet, plus les chiffres, minuscules, majuscules. Cytosine, c'est ça. guanine, thymine. Exactement, c'est ça. Et en fait, du coup, l'encodage va donner ça. Donc, on voit toutes les lettres. Donc, à chaque lettre est associée une information derrière. Donc, en base 4, du coup, puisqu'on a 4 lettres différentes pour écrire ça. Et du coup, l'encodage se fait de manière assez facile. C'est du simple encodage avec quelques petites formules mathématiques derrière. Et après, ça va être traduit en brins d'ADN. Donc, il va y avoir une synthèse de brins d'ADN qui vont vraiment être faites. Donc, celles qu'on voit là, hein, schématisées ici. Donc, on va voir les lettres qui vont se créer comme ça dans un brin d'ADN et une torsade d'ADN. Et après, ces brins vont être encapsulés dans des perles de verre nanométriques. Incroyable. Donc, ils ont prévu à peu près 920 000 brins d'ADN différents pour stocker toute l'information de ça. Donc, il y a 15 mégas d'informations, je crois, je ne sais plus. Un peu plus que ça. Et donc ils vont synthétiser ça, ils vont stocker ça dans 5000 perles de verre différentes. Donc les perles, c'est ça. Voilà, ça, c'est un petit rond avec un truc dedans. Et dedans, il y a le brin d'ADN qui est dedans. Voilà, donc l'intérêt, c'est que ça va permettre de tester l'encodage sur de l'ADN et surtout de vérifier la durée de vie, en fait, puisque derrière ça, le but, c'est d'avoir un stockage qui est ultra pérenne, puisqu'ils estiment que ça va durer plusieurs centaines de milliers d'années. Incroyable. Voilà. Et le stockage du futur. Et en plus, c'est tout petit. Ouais, et ensuite tu lis dans un lecteur de billes nanométriques. C'est ça. Dans un boulier. C'est ça. C'est ça le truc. C'est stocké, hein, on est content, mais par contre, si on peut le lire, le décoder. Mais voilà, on n'a pas inventé le lecteur de billes nanométriques, je crois. Et non, pas encore. Mais je sais pas comment ils vont le décoder, mais ils font juste vérifier au microscope que. Et là, ce qui est pas mal, c'est que tu vas te trimballer avec un espèce de Walkman dans lequel tu vas verser 5000 billes. Il va décoder les billes et ensuite tu vas pouvoir écouter la musique. Ça va être parfait. Bon, c'est tellement plus pratique. Non, mais on verra après comment ils. Tu craches de la musique sur quelqu'un, c'est ça. C'est clairement pour de la recherche. Voilà. Ouais. Je t'offre des perles d'ADN venues d'un pays où il ne pleut pas. Exactement. Ah, la news d'un autre temps maintenant. Ah. Merci Ozark qui vient de s'abonner à la chaîne. Merci Ozark. Ozark, pardon. Alors, on va parler de satellite et de Windows 95. Alors oui, tout à fait, ça existe. La préhistoire. C'est exactement ça. C'est maintenant. Mais il faut savoir que ça existe encore. Parce que oui, tous les satellites qui sont lancés, ça fait un moment qu'ils sont lancés, et il y en a encore beaucoup qui sont en service, et notamment qui tournent encore sous Windows 95. Ouais. Alors, derrière ça, c'est un article très sérieux qui a été fait par The Outline, je crois, qui se pose la question de qu'est-ce qu'on doit faire en cas de hack de satellite. Parce que de plus en plus, on a des moyens assez évolués en termes de hack informatique, de cyberattaque, et surtout, on a de plus en plus de moyens faciles d'envoyer des choses dans l'espace, et il y a de plus en plus de choses présentes également dans l'espace. Des Tesla, par exemple. On accumule des choses beaucoup. Donc là, ils se sont dit, mais attendez, qu'est-ce qui va se passer si... bon, ok, on attaque des serveurs, on connaît, mais attaquer un satellite qui est là-haut, ça peut poser beaucoup de problèmes. Non. Et alors, ils ont constaté qu'il y a quand même, en parallèle de cette réflexion-là, beaucoup de satellites qui tournent encore sur Windows 95, qui n'est plus maintenu depuis des millénaires. Depuis Jérusalem. Exactement, depuis Jérusalem. Tout à fait. Et pourtant, c'est blindé de failles de sécurité. Alors, c'est pas encore catastrophique parce que c'est vraiment pas donné à tout le monde de pouvoir contacter depuis la Terre un satellite. Il y a des moyens qui sont encore assez... Bouge pas, j'ai installé Google Message, Google Chat, je vais le contacter tout de suite. Alors, j'ai installé l'extension Microsoft, l'extension Chrome. Donc on peut pas le faire, voire c'est impossible pour tout le monde. Ouais. Faut avoir des équipements assez costauds, mais faut imaginer qu'un jour ça pourrait arriver. Et en fait, ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce qui peut se passer en fait? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de dramatique dans le contrôle d'un satellite comme ça? Bon, outre le fait de récupérer les informations qui transitent, après ça dépend de la nature du satellite. Tu peux avoir des satellites militaires qui sont équipés de certaines choses. Voilà, ça peut être dangereux. Mais il y a aussi la capacité à partir du moment où tu as un point de contrôle dans l'espace, tu vas pouvoir
prendre le contrôle de la navigation du satellite. C'est pas faux. Et du coup, aller le faire cracher sur d'autres satellites. Tu vois, si tu veux choper un satellite qui a une faille, et ben du coup, tu peux pouvoir taper sur un autre comme ça, physiquement. Donc là, tu rejoins le monde... C'est un bon moyen de faire reboot tout un système militaire. Bah, même casser un truc, c'est-à-dire tu peux aller fracasser le système GPS en ayant rentré dedans avec un autre satellite, par exemple, il y a ça, ou aller prendre le contrôle et faire cracher spécifiquement un satellite sur la Terre à des endroits pas bien particuliers. C'est moche ça. Voilà. Remarque, miner du bitcoin depuis l'espace. Alors après, alors, ils ont vraiment soulevé ça pour que la question soit posée et que les gens commencent à s'y intéresser, notamment les agences spatiales, pour tenter de répondre à ça, parce que ça va arriver, c'est vraiment une sonnette d'alarme. Bon, on n'en est pas encore là, mais au moins se poser cette question-là. Alors il faut savoir quand même qu'il y a... Les upgrader sous Windows 10, c'est rétréci. Ouais, à distance, c'est nickel ça, tu vois. Et puis le Surtout hardware, que il le hardware va bien supporté. le gérer. Tu vois, envoyer ton ISO à distance par le satellite, ça va être sympa. Avec un modem 56K au cul du satellite, c'est bien. Alors il y a un traité... Ils peuvent installer Windows 98 Service Pack. Ouais, carrément. Ça va le faire. Il y a un traité qui existe, qui s'appelle le traité de 1967 sur l'espace extra-atmosphérique, qui en gros dicte que, en gros, dans l'espace, t'as pas le droit de te déclarer la guerre, t'as pas le droit de te faire la guerre dans l'espace, parce que c'est j'ai noté, une zone d'avantage et d'intérêt pour l'humanité, carrément. Voilà, c'est-à-dire que dans la Station Spatiale Internationale, un Russe ne peut pas tuer un Américain. Voilà. Et inversement. Non, je crois qu'il y a une législation particulière dans la Station Spatiale Internationale, justement. Parce qu'il y a des hommes et tout qui sont à bord et que du coup, il y a une... Parce que sinon, ça serait n'importe quoi. C'est la zone de non-droit. Alors là, youhou. Mais t'imagines, si demain, enfin je le souhaite pas, mais imaginons que demain les États-Unis rentrent en guerre avec la Russie, et en haut t'as un astronaute russe et un astronaute américain dans la station. Je sais pas si dans un module particulier, il n'y a pas le droit du sol du pays du module qui s'applique. Il y a un truc comme ça, je crois. T'imagines, donc tu changes de module, hop, tu changes de loi et tout. Passeport, s'il vous plaît. T'as la douane et tout à chaque module. Mais imagine du coup le Russe avec son pistolet, il pourrait tuer le Russe en disant, mais moi je suis l'Américain en disant, mais moi je suis sur mon territoire. Alors on nous dit c'est la législation des pays, des personnes à bord qui s'applique. Ouais, mais ça marche pas. Si t'as deux pays qui sont en conflit, c'est-à-dire que c'est deux législations de deux pays qui sont en conflit. Enfin, c'est assez compliqué. Bon, bah là, il n'y a pas cette problématique-là, mais il y a un traité qui dit on va être gentil. Mais en gros, franchement, on s'en fout. C'est-à-dire que si tu as une attaque, cyberattaque comme ça dans l'espace, les gens ils vont chier sur le traité, ils s'en foutent royalement. Donc la question se pose vraiment. Et après, c'est un vrai cas particulier parce que tu vas pas protéger un satellite comme tu peux le faire pour un système ou pour un serveur que tu vas voir sur Terre. Et notamment parce que le système il est relativement isolé dans l'espace. Il n'est pas connecté à beaucoup de choses. Et il y a un temps de réaction qui est conséquent par rapport à la Terre. Tu vas pas le contacter assez... tu as une latence. Le ping, il est assez élevé là-bas. Hein. Il suffit de ne pas les prévenir, oui, qu'il y a la guerre. Ouais. Donc la question va se poser. Et voilà. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'on a de plus en plus de facilité à envoyer des satellites dans l'espace maintenant. Ouais. Le moindre Pékin, quasiment, peut envoyer un truc là-haut, quoi. Et ça y reste. Tu as des moyens maintenant ça coûte quasiment plus cher. Plus rien du tout, quoi, pour envoyer ça. Donc si t'envoies un satellite bien pourri qui va aller pirater notre truc, pour moi, je pense pas que ce soit inabordable encore. Mais bon. C'est une zone de monde Spider. Mais oui, c'est considéré comme une zone, c'est ça. Une area en anglais, pour être plus précis, mais oui, c'est une zone au sens très large. Voilà. Pollution de l'espace. Exactement. Ouais. Bref, on enchaîne avec Nvidia qui est au taquet sur l'IA comme d'hab. Ouais, comme d'hab, et sur l'imagerie, on en a déjà parlé des informations comme ça, mais il est capable de rendre des images ultra pixelisées, net et ce genre de trucs. Améliorer la qualité des images. Donc on avait fait les experts épisode saison 2, on passe dans les experts saison 8, puisque là, Nvidia est capable de recréer des pixels manquants dans une image, carrément. Voilà. Donc là, c'est des chercheurs... Est-ce que c'est la vraie femme ou pas? Eh bien, en fait, on sait pas. Il ne montre pas. Il montre juste un visage reconstruit, mais on ne sait pas si c'est elle ou pas, quoi. Voilà. C'est la partie reconstituée. Donc, c'est des chercheurs de chez Nvidia, donc Liu Gulin qui a fait ça. Ouais, parce que là, il dit, elle est blonde parce que elle a les yeux bleus parce qu'elle est blonde, mais en fait, elle pourrait avoir les yeux marrons. Bah, peut-être. Donc, bon. C'est pas mal, encore une fois. Donc, le principe, c'est ça. Donc, ils ont créé un réseau de neurones, toujours, avec un apprentissage profond qui a analysé au taquet d'images, et après, ils leur fournissent des images dans lesquelles il y a des trous, et ils reconstruisent, ils créent, en fait, du contenu. Donc, c'est pas, ils reconstruisent à partir des choses qu'ils connaissent déjà, c'est des nouvelles images qu'ils connaissaient pas, et du coup, ils créent du contenu par rapport à ce qu'il a pu analyser comme contenu existant. Voilà, donc là, on a un visage, et là, on a plus de cafouillis, mais je suis assez bluffé par la maison, tu vois, l'architecture, les visages, bon...
Tu le croises souvent, mais Ouais. les maisons et tout ça, les scarabées et cascade. tout, c'est des trucs que tu vas trouver moins souvent. La cascade, tu as un petit peu de loupé, tu le vois dans l'arbre, Ouais. pour montrer qu'il y a des limites quand même à l'exercice. Mais ça rend pas mal quand même. Voilà. Alors, il faut savoir qu'avant, on était capable déjà de reconstruire des bouts d'image, mais on le faisait par proximité en fait avec les pixels qui existaient déjà. Ouais. Donc tu prenais un bout des pixels et tu étirais un petit peu le pattern pour dire je complète un peu, mais du coup c'était un peu dégueulasse et surtout quand tu as un Oui. gros manque dans l'image, Juste tu très vas dégueulasse. pas recréer un œil. Là ils ont été beaucoup plus loin en Ouais, permettant de Birida, tu recréer du connaissais contenu. la tête de la dame? Ah ouais. Mais non, mais là, c'est encore la même. Ah d'accord. C'est encore la même ici. Ben, je crois. Hein. Possible, mais du coup elle a pas la même tête. Ah non. Ah, Ah pas loin. elle sourit pas. En fait il colle toujours le même visage à chaque fois. tu c'est sais. ça, il se fait pas chier. Et allez, c'est bon. Voilà. Avant, après les régimes, on parle. Ouais. Ouais. Je Ah. faisais à la fac avec un ASICS année 1999. Oui, Émeric Abrac. Oui, bien sûr. Ah, ça, c'est la news de Pierre. Voilà. Qui nous l'a linké dans notre chat Bits. Alors, c'est le Smart Wall. Donc, ce sont des chercheurs de l'université de Carnegie Mellon, ainsi que les équipes de Disney Research. Alors, Disney Research, on en parle beaucoup sur ces aspects-là. Disney Research, ils font research, ils font plein de trucs, mais on se demande à chaque fois à quoi ça sert. C'est vrai. Parce qu'ils ont un gros labo, Ouais. surtout sur les interfaces homme-machine. C'est vraiment leur spécialité. Ils ont énormément de C'est choses exactement là-dessus. ça. Mais de ces labos-là sortent des démos techniques, Mm. des POC, des Proof of Concept. Mais ça va jamais plus loin. Peut-être qu'ils vendent ça à des industriels ou j'en sais rien, mais j'ai du mal à comprendre à quoi ils servent en fait. Voilà, pour faire simple. C'est vrai, tout à fait. Mais il y a peut-être des jeux après qui sont créés, des attractions derrière ça. Alors le Smart Wall, c'est quoi? C'est ça, c'est un mur. Waouh, intelligent. Waouh. Donc le principe, c'est un mur Ça tue tous les Mexicains qui s'approchent. avec. Ah merde, c'est pas ça. C'est là, on a une utilité, on a un client. Hein. C'est clair, c'est exactement ça. Donc Tu vois, eux, ils sont pas Mexicains, ils peuvent le toucher. c'est un trackpad géant. En Et si tu fait, viens avec un sombrero, paf. C'est le cliché. c'est un trackpad géant, donc tu peux interagir avec et il va détecter du coup les différentes personnes, les différents gestes que tu peux faire dessus, les différents points de contact. Donc ça utilise principalement la Airband Electromagnetic Noise, donc la détection de champs électromagnétiques aériens. Ça marche un peu comme les digitizers des smartphones, donc l'interface tactile qu'on a sur les smartphones. Et en gros, le principe derrière, comment c'est mis en place, en fait, il y a une couche d'électrode qui est intégrée dans le mur, qui est en fait peinte, c'est utilisé par la peinture, et on va détecter par ces électrodes-là les modifications du champ électromagnétique dessus. Voilà. Alors pour créer, ce qui est intéressant dans cette techno-là, c'est qu'ils ont cherché aussi à créer un mur et une peinture la moins coûteuse et la plus facile à appliquer. Donc en fait, ils ont juste créé une couche d'électrode en faisant ça. Donc là, il y a des rubans de scotch. Donc tu vois, le vert, c'est du scotch. Donc ils ont pris du scotch de peintre. Ils ont créé un schéma de grille dessus. Et ils ont peint avec cette peinture grise, donc juste avec un rouleau de peinture classique, pour appliquer une peinture conductive qui est un peu particulière, mais une peinture comme une autre en fait. Et après, ils ont enlevé les rubans et ils ont fini en peignant avec une peinture classique. Alors, une peinture latex pour la rendre ultra résistante, mais une peinture classique aurait suffi. Et avec ça, du coup, ils ont une couche d'électrodes, donc un quadrillage, une grille qui est intégrée au mur. Donc il suffit de brancher les électrodes en bas, et tu détectes en fait toute ta grille. Et tu détectes à partir de ça tous les changements dans le champ électromagnétique. Alors, pas mal. Avec ça, et vu la taille du capteur, ils ont pu faire deux choses en fait. Ils ont utilisé deux technologies derrière. Ils ont le capacitive sensing, donc qui est vraiment l'écran capacitif tel qu'on le connaît, sur les smartphones, les tablettes, etc. Mais ils ont aussi utilisé l'électromagnetic sensing. Alors ça, c'est vraiment top. C'est la capacité à partir du champ électromagnétique, à comprendre l'environnement qu'il y a autour. Donc c'est pas juste, tu as touché une zone. Non. C'est juste dire... je détecte que là, il y a un appareil. Et cet appareil-là, il a une signature électromagnétique un peu particulière. Donc, je vais savoir à partir de maintenant que tu l'as défini. Voilà. C'est un iPad, ou c'est ta télévision, ou c'est toi qui te déplaces parce que tu as ton smartphone dans ta poche et je sais que c'est ton smartphone. Et bien, ce mur-là, il est capable de détecter tout ça. Alors, pour peu qu'on lui apprenne que cet appareil-là, c'est ça, que quand tu t'en sers, et bien, du coup, il va interagir, son champ électromagnétique va changer un petit peu, et du coup, il va avoir une signature un peu différente, et je sais que tu es en train de t'en servir. Ça reste ton écran de télé, tu es en train de t'en servir, je le sais. Et le mur intelligent va aller jusque-là. Donc, c'est pas juste un mur
avec lequel tu vas interagir, c'est un mur qui va être capable de comprendre tout ce qu'il y a autour. Ça fait flipper. Et ça, c'est assez impressionnant parce que, d'une part, c'est relativement facile à créer ce mur-là, avec la peinture, le principe de peinture. Et donc, des murs comme ça, il y en a partout. Tu peux interagir avec et tu peux prendre en compte tout le contexte d'une pièce. C'est assez impressionnant. Je vous invite à regarder la vidéo. Ça s'appelle Smart Wall Wall++, je crois. Regardez ça, vous verrez les usages qu'ils en font. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Tu vas montrer la capture du milieu. J'ai pas montré la capture du milieu. Ouais, voilà, donc il prend plein de points de contact différents, donc il voit effectivement la position du bonhomme Là, il touche pas sur le le mur. mur. Hein. Non, parce qu'il y a une notion de proximité. Ouais. Il détecte la proximité, comme tu avais avec les Nokia, tu sais, qui te détectaient proche. Voilà. Donc il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de Kinect, il n'y a rien, c'est vraiment juste le mur qui détecte tout ça. Et dans la vidéo, vous voyez les cas d'usage où ils ont recréé un salon, un peu comme ce qu'on avait vu pour HoloLens, et en fait, le mur a conscience de tous les équipements du salon. Donc la lumière, l'iPad, le téléphone, la télé, etc. Et le fait que tu te déplaces et que tu interagisses avec tout ça. C'est ouf. Moi, ça m'a fait halluciner, quoi. C'est pas mal, hein. Tout ça avec de la peinture, j'avoue que c'est quand même assez costaud. Ouais, carrément, carrément. Donc Disney Research, ils font des choses intéressantes, impressionnantes, qui voilà. Non, mais moi, je peux imaginer ça dans une attraction, tu vois. Ah mais complètement. Le truc c'est qu'on n'a jamais vu ça dans une attraction. Alors, ils font des trucs quand même à Disneyland Paris, ils font des trucs avec des attractions où il y a des Kinect, des capteurs de motion, des mouvements, etc. Mais là, ils sont des années-lumière de ce qui existe. Hein. Ouais. Mais peut-être qu'ils travaillent maintenant pour l'appliquer dans une dizaine d'années. Parce qu'ils avaient fait des démos de capteurs sur table, comme ça. Ouais. Après le même principe. Dans l'eau, etc. Ouais. Pour avoir les mouvements, les positions et tout ça. Tout à fait. Complètement. C'est exactement ça. On ne pouvait pas ne pas parler du hacking de la Switch. Pardon, de la faille du Tegra X1. Alors oui, la faille du Tegra X1. Donc le Tegra X1, c'est ce fameux processeur, ce system on chip, ce SoC de chez Nvidia, qui équipe notamment la Nintendo Switch, mais aussi la Shield, Android TV, et la Google Pixel XL, je crois que c'est à peu près tout. Donc c'est un processeur Nvidia, assez costaud d'ailleurs. Et en fait, il y a une belle faille qui a été découverte. Alors la faille a été découverte non pas par des chercheurs en sécurité, mais par des équipes de hack qui se sont réunies autour du hacking de la Switch. Évidemment. Donc des mecs et des nanas assez... Ça nous intéresse, le hacking de la Switch. Ouais, mais en fait, il y a beaucoup de... Pour l'expérience, hein, ça compare. Hein. En fait, il faut savoir qu'il y a deux choses. Il y a les white hats qui vont chercher en fait à faire du reverse engineering et à tester les failles en fait de ce hardware-là, à but purement... comment te dire, pour la renommer, quoi. C'est ça. Mais sans chercher des à géo-hot-like pour la renommer. sans aller jusqu'au piratage des jeux, etc. Non. Et après, évidemment, les premières applications derrière, c'est les gens qui vont récupérer ça et qui vont l'appliquer pour le piratage des jeux. Mais en général, c'est des équipes assez différentes. Et donc là, on en est vraiment aux gens qui reverse engineer la Switch. Et ils ont fait un travail de malade et ils ont découvert des failles, mais une faille de taré. C'est-à-dire que là, c'est le truc ultime. C'est-à-dire que le chip Tegra X1, il est impatchable. Donc cette faille-là, elle ne pourra jamais être corrigée sur tous les matériels qui sont sortis. Même pas logiciellement. Existants. Même pas logiciellement. Pourquoi ? Je vais vous le dire. Alors en fait, le principe c'est quoi ? C'est qu'ils chopent en fait le... Oh, ils vont devoir faire un update de la Switch pour changer. Exactement. C'est exactement ça. Donc en Du fait, coup, si vous avez une Switch aujourd'hui, gardez-la. Achetez-en plein. Voilà, achetez-en plein. Elle va valoir très très cher dans les mois qui viennent. Il y a des chances. Voilà. Pixel C, j'ai dit Pixel XL. Ah pardon, oui c'est ça, Pixel C, c'est ce que je voulais dire, tout à fait. Google Pixel C, la tablette Oui. Pixel. Donc c'est une instruction qui... Alors, ils ont trouvé cette faille en essayant en fait de choper le démarrage en fait de la Switch, comme on pourrait avoir par exemple sur Android, Oui, la les gens séquence de qui boot. vont déverrouiller les bootloaders pour choper la séquence de boot en fait, et tu chopes en fait le système au moment du démarrage. Et alors là, ils ont découvert un truc de malade, c'est qu'ils ont réussi à choper la séquence de boot avant la séquence de boot. Donc en fait, au démarrage, donc en fait au clic hardware, quand le bouton envoie le signal Électrique, signal électrique pour dire vas-y, initialise les fonctions électriques, hein, vraiment de démarrage en fait du processeur, règle les voltages, machin, et vas-y, lance le truc, avant qu'on ait le bootloader, avant qu'on ait le premier chargement de logiciel, et bien là, il y a une première faille déjà. C'est bien. Un truc de taré. Et en fait, donc, ils prennent le contrôle du Boot and Power Management Processor. Donc c'est vraiment le tout premier Merci, truc Jaël, pour ton recette. qui démarre tout ça, qui set et qui démarre tout ça. Et donc en fait, comment ils le font ? Eh bien, ils insèrent. Alors je vous montre un petit peu l'équipement. Voilà. Donc au début, tu vois, donc ils le font avec. Ils ont démonté tout, ils ont branché le truc un peu partout, etc. pour aller vraiment prendre
des informations carrément sur le bus hardware pour dire qu'est-ce qui Ouais. circule, est-ce que je peux m'insérer là à tel endroit, etc. Et en fait, ils se sont rendus compte que, bah non, il suffit d'un petit truc comme ça. Donc là, c'est une pièce imprimée en 3D avec une petite papate Non. qui sert à faire quoi? Ça sert juste à court-circuiter 2 pattes sur le connecteur Joy-Con. Oui, je vois, ouais. Donc ça fait un court-circuit sur un connecteur Joy-Con. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour démarrer la Switch, alors là on est dans le cadre de la Switch, hein, mais ça s'applique à n'importe quel Tegra X1. Et en fait, il faut le démarrer en mode recovery, donc c'est le RCM, c'est le mode de récupération principalement. Donc il faut appuyer sur les boutons power, volume, et puis avoir ce truc-là qui fait le court-circuit. Et du coup, la Switch démarre en mode recovery. Et à ce moment-là, connecté en USB, tu envoies une séquence de copies USB un peu particulière qui fait que tu vas perturber le démarrage du Boot and Power Management Processor et tu vas du coup le planter et choper directement la plateforme hardware avant qu'elle ait le temps de démarrer quoi que ce soit. Donc là, tu peux exécuter tout ce le que tu code que tu veux. Donc tu peux, c'est pas juste, je suis dans une zone dans mon bac à sable et je vais chercher à en sortir. C'est là, il n'y a même pas encore de bac à sable qui ont été créés. Tu es vraiment en amont, donc tu démarres ton truc comme si tu installais un OS de zéro. En gros, c'est ça. Tu pourrais booter sur Android. Et bien justement, ils ont fait quoi? Ils ont, pas celui-là encore, mais ils ont booté sur des Linux. Donc là, sans aucun problème, ils arrivent à booter sur du Linux la Switch. Wow. Ça marche déjà sans aucun problème. C'est ouf. Voilà. Alors du coup, évidemment, ils ont commencé à développer un petit peu la scène homebrew, les émulateurs et puis des petits jeux qui se font dessus. Donc ça date d'il y a un petit peu plus longtemps. Mais le hack, là dont je vous parle, il est vraiment hallucinant. Et surtout, en fait, il faut savoir que c'est un hack boot ROM. Donc ça veut dire qu'on va choper la mémoire de boot avant qu'elle ait le temps de s'appliquer et de démarrer le code qu'il y a dedans. Voilà. Et ce truc-là, en fait, c'est intégré dans le hardware. Et on peut pas le mettre à jour. Et alors dans le cas de la Switch, on peut pas le mettre à jour pour une simple et bonne raison, c'est que la Switch est équipée de eFuse. Donc c'est des fusibles en fait qui sont cramés électriquement à chaque fois qu'on décide de le faire. Et la Switch, à chaque fois qu'il y a une mise à jour du système qui est fait, elle va cramer un de ces fusibles-là pour détecter que la mise à jour a été faite et tu peux pas revenir en arrière. Et ça, c'est pour empêcher le downgrade en fait. On veut empêcher le fait de pouvoir descendre la version du système Qui permettrait d'exploiter une faille d'une version antérieure. C'est à peu près toujours comme ça que les hacks de console se sont faits. Ouais. D'ailleurs, ils expliquaient il n'y a pas très longtemps, il y a beaucoup qui disaient surtout ne faites pas la mise à jour, c'est 5.0 je crois. Alors là, ouais. La dernière, en disant faites surtout pas la mise à jour. Alors là, on parle de deux choses en fait. Là, on mélange un petit peu deux sujets. Hein, je l'ai fait volontairement. On parle du processeur Tegra X1 et on parle de la Switch. Le processeur a une faille matérielle. Et la Switch, c'est une plateforme avec son système d'exploitation qui vient s'appuyer dessus. Alors là, on a une faille hardware. Donc on va être capable de choper les instructions, choper le processeur avant qu'il exécute le système d'exploitation. Ouais. Par contre, ils n'ont pas encore pu rentrer dans le système d'exploitation dans toutes les versions. Donc là, le système d'exploitation de la Switch, il y a plusieurs versions qui sont en cours, qui sont passées. Il y a la 3.0 qui était... 3.0. La 3.0, c'est le pays merveilleux pour tout ce qui est développement homebrew, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a la 4.1 qui est a priori aussi permissive en termes de failles, mais qui n'a pas encore été exploitée. Et il y a actuellement la 5.0 qui, elle, a priori, empêche le fait de pouvoir exécuter du code dans l'OS. Par contre, le hardware, tu peux le faire. Donc ça veut dire que tu peux choper le processeur, tu peux exécuter du Linux, quelle que soit la version que tu veux. Ce qui manque encore, c'est le fait de pouvoir rentrer dans l'OS de la Switch et y faire ce qu'on veut. C'est ce qui s'appelle rentrer dans le userland, donc l'espace dédié à l'utilisateur dans le système qu'on lance. Voilà. Donc il faut faire attention à tout ce qui est dit, c'est-à-dire que oui, le hardware de la Switch est hacké, mais l'OS qu'il y a dessus, pour l'instant, il n'est pas encore complètement hacké, on ne peut pas en faire ce qu'on veut. Donc on peut effectivement mettre du Linux sur la Switch, puis ça va servir. Il y en a qui ont mis Android, je ne l'ai pas mis en capture, mais il y a des vraies versions d'Android qui tournent, il y a des vrais Linux desktop avec tablette et tout ça qui tournent dessus, vraiment, complètement, donc qui exploitent le hardware complet. C'est un hardware Tegra X1, donc c'est un hardware qui existe déjà sur d'autres tablettes, sur la Pixel C. La Switch finalement, il n'y a rien de vraiment donc nouveau. nativement, on a déjà ça tout partout. Voilà. Quand je pense qu'un petit truc imprimé en 3D et le petit fusible pour... c'est ça qui tue. Et alors, ce qui est génial, c'est la communication. Donc, il y a plusieurs équipes derrière de hackers qui sont derrière tout ça. Il y a, j'ai noté, Team Reswitch. Donc, un Stream Deck sur une Switch web, achète un Stream Deck, c'est moins cher. Il y a la Team Reswitch, donc qui eux sont plus orientés quand même hacking, piratage de la Switch. Il y a Failover aussi, qui est pas mal du tout. Il y a Catherine Temkin, notamment, qui fait partie de cette équipe-là, qui a révélé ce hack-là, qui s'appelle Fusée Gelée. Alors, il faut savoir que ce hack, il est connu depuis un petit bout de temps dans ces équipes-là. Mais qu'il y a une culture dans le hacking comme ça des consoles qui fait que
On va garder secret au maximum ces informations-là pour qu'on puisse aller jusqu'au bout du sujet avant que ce soit divulgué auprès du constructeur, mais aussi auprès des autres équipes. Parce qu'ils se tirent la bourre entre eux. Il y a un challenge inter-équipe pour dire quel est le premier qui va arriver à faire le plus de trucs avec cette plateforme qui va être capable de la hacker. Et là, il y avait 2 équipes qui étaient à peu près arrivées au même stade. Et il y a une fuite en fait d'une des équipes qui a révélé cette information-là. Du coup, la deuxième a dit ok, moi aussi, je fais mon full disclosure sur tout ce que j'ai pu découvrir. Donc du coup là, c'est sorti vraiment beaucoup partout dans le grand public. Tout le monde en parle maintenant parce qu'effectivement cette faille est hardware d'abord, mais derrière, ce sont les équipes de hack des consoles qui sont derrière tout ça. Voilà. Alors évidemment. Nintendo et Nvidia avaient été prévenus. Il y a une des équipes qui a fait son vrai travail de hacker white hat, gentil tout plein, en disant nous, ok, on a trouvé cette faille, on prévient Nvidia, on prévient Nintendo. Ils ont dit, mais on peut rien faire. Ça fait 30 ou 40 jours, je crois qu'ils avaient prévenu. Évidemment, Nintendo a fait des mises à jour, mais qui essaie de protéger un petit peu l'OS de cette faille-là, donc pour en gros rajouter un petit peu de perturbation pour qu'on puisse pas trop mettre les mains dans l'OS. Mais de toute façon, vu la faille hardware. De toute façon, à un moment ou à un autre, ça va sauter. C'est incroyable maintenant. Jusqu'à présent, on parlait beaucoup de failles soft. Ouais. Et là, depuis maintenant quelques mois, on parle que de failles hardware, puisque a priori, les softs étant patchables, c'est très facile. Enfin, le jeu de chat et souris qu'on connaissait, par exemple sur le jailbreak, sur la scène jailbreak iOS et tout ça, devient hyper chiant, très compliqué. Les équipes se découragent aussi assez vite. Or là, on s'attaque maintenant au hardware en se disant, ça devient très compliqué. Et surtout, une faille comme ça, ou comme celle des processeurs Intel, qui sont pas patchables matériellement parlant, c'est une aubaine pour eux, en fait. C'est vrai, c'est tout à fait ça. Et ce que je trouve impressionnant, alors, du coup, on se concentre là-dessus. Surtout pour les processeurs Intel, c'est le niveau, en fait, qu'on atteint sur cet aspect hack. Ouais. Donc, autant sur les chips Intel, c'était des chercheurs en sécurité, chez Google notamment, donc des gens qui étaient vraiment au top là-dessus. Et notamment pour la sécurisation des serveurs et des infrastructures de chez Google. Donc c'est des gens qui sont payés pour ça et qui ont un niveau assez élevé. Là, c'est quand même des équipes, pas d'amateurs quand même pas, mais des passionnés qui sont qui sont compétents, qui en général travaillent dans le milieu d'une manière ou d'une autre, mais qui sont pas à temps plein sur mon boulot c'est de hacker une console. Non, c'est pas ça, ça n'existe pas ça. Ouais. Donc ils arrivent quand même à avoir des trucs comme ça, c'est vraiment impressionnant. Et ils ont trouvé cette faille-là sur un processeur, le Tegra X1 qui existe, qui est sorti depuis un moment. Il y a d'autres chercheurs qui ont forcément travaillé dessus, qui n'ont pas trouvé ça. Et qui n'ont pas vu ça. Impressionnant. Enfin voilà. Donc voilà, la scène va beaucoup bouger. Ouais. On passe maintenant à la news suivante. On passe en Russie. On part en Russie. On a beaucoup voyagé. La Russie qui a décidé de bloquer Internet. C'est tout. On en avait parlé dans... Pas le Beats précédent, mais celui d'avant, je crois. Ou non, peut-être dans le précédent. Je sais plus, celui avec Pierre. C'était le précédent. Ouais. Alors, je sais plus. Il y a une décision de justice qui a été passée pour bloquer Telegram en fait. Oui. En Russie, ils ont dit on veut plus de Telegram. C'est exactement ça. Et en fait, ils s'amusaient d'abord au départ à blacklister les IP utilisés par les serveurs de Telegram. C'est ça. Et du coup, ce qui s'était passé, c'est que en faisant ça, ils blacklistaient des pôles d'adresses IP complets et il y avait plein de services comme des banques et tout ça qui fonctionnaient plus. Et Telegram, eux, avaient comment ça s'appelle salut Seigneur Bélial. Avait fait un truc tout con qui était en changement d'adresse IP dynamique directement du côté de l'app. Comme ça, c'était réglé, c'était même pas centralisé et puis voilà. On a des petites pertes de réseau, je vois, et je m'en excuse, des soucis de connexion en fait. Je le vois, ouais, tu vois, regarde, c'est figé, RIP, machin. Il y a je pense qu'il y a une petite coupure de temps en temps, mais ça revient. Ok. Vois. Alors, je vous mets l'incrustation de Comic Strip qui résume vraiment bien cette news-là. Voilà, donc Telegram... Dès qu'on parle de Russie, bizarrement. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, tu as bien résumé ça. Donc, ils ont bloqué 15 millions d'adresses IP quand même. Ouais. C'est juste énorme pour chercher à bloquer Telegram. Ils ne se sont jamais posé la question en disant mais 15 millions, ça fait quand même beaucoup. Non, pas du tout. Non. Voilà, donc derrière Telegram, c'est Pavel Durov, qui est aussi le fondateur de VKontakte, qui est ce réseau social... Facebook-like en Russie, c'est un peu particulier. La Russie, c'est un monde à part quand même, au niveau d'Internet. C'est ça. Il faut savoir, comme tu le disais, c'est que tous ces blocages-là, 15 millions d'IP, ça a eu quasiment aucun impact sur Telegram. Juste lol. Ouais. Et en fait... Il y a eu un courant d'air, ça a ouvert la porte.
Il faut savoir aussi qu'en Russie, ils sont habitués à utiliser tout ce qui est VPN et proxy pour contourner tous ces systèmes de blocage. Donc, d'une part, Telegram, c'est bien protégé, mais les utilisateurs ont l'habitude de contourner les blocages également. Donc, le truc qui servait à rien. Et surtout, donc, c'est ce que tu disais, Telegram, ils se sont appuyés sur des systèmes de protection contre ces blocages-là. Et ce qu'on appelle notamment des CDN, donc des Content Delivery Network, ça veut dire que c'est pas Telegram qui met ses propres serveurs directement à disposition sur Internet, mais ils vont utiliser un autre réseau de serveurs qui va distribuer tout son contenu. Seigneur BL dit est-ce que c'est possible de parler plus fort? On n'entend pas grand-chose. Pourtant, le son est bon. Bah ouais, le son est bon pourtant. Entrée? Oui. Non, il fermait la porte. Ouais, je sais. Voilà, donc ils ont utilisé un réseau de serveurs en frontal qui vont distribuer en fait ces requêtes-là sur leur propre serveur. Donc ce qui fait en fait ils changeaient effectivement, ils avaient un pool de serveurs au niveau mondial qui était potentiellement servi par d'autres sociétés pour d'autres services, et c'est ce qui s'est passé. Et la Russie, ils ont bloqué tout ça. Bien. Et en conclusion, moi j'avais noté ça, c'est assez pas mal. Il y a des gens qui ont fait des stats en disant par rapport à toutes les IP qui ont été bloquées par la Russie, à qui appartenaient ces IP? Donc tu vois la courbe qui est tout à droite. Hein. Donc en jaune, donc la majeure partie des IP bloqués, c'était Amazon, de manière générale. Un peu de bleu en Google et Telegram. Donc les IP de chez Telegram, tu vois, c'est tout en bas, tu as un tout petit trait de sur les 15 millions, il y en avait genre une ou deux qui étaient vraiment des IP de Telegram qui vont avec. Juste n'importe quoi. Voilà, Telegram a utilisé Cloudflare. Eh bien, je sais pas, effectivement, Android Windows, si c'est précisément Cloudflare, mais un autre CDN, mais probablement cela, ça me... Ouais, ou Akamai, tu vois, des trucs comme ça, je sais pas. Voilà. Non, mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est clair. Ils en ont bloqué 1 sur 8. Non, est-ce qu'ils ont bloqué un /8? C'est une plage complète d'une... Non, c'est pas un /8 parce que non. Puisqu'ils ont bloqué sur différents fournisseurs, donc en fait c'est des IP qui appartenaient déjà, donc il y a des plages d'IP, c'est plus compliqué que ça, je pense. Non, tout à fait. Et d'ailleurs, Telegram a dit qu'il n'y avait pas de souci, pour la majorité des utilisateurs en Russie, il n'y avait aucun problème. Non, ils n'ont pas eu au final un gros impact sur l'utilisation de Telegram. C'est un vrai héros national, et en plus il est russe. C'est ça. Mais oui, et c'est ça. Donc c'est un copain maintenant à Snowden qui fait c'est bien ce que tu fais, machin. Snowden qui est en Russie, bon exemple, il ferait mieux de fermer sa gueule si j'étais lui. Il va vite fait se retrouver extradé par la Russie. C'est un peu ça. Il va retourner aux États-Unis et ça va être réglé. Tu fais le malin, allez, tu sors. Ouais. Non, pardon, j'ai rien dit. Netflix est revenu chez Free apparemment. Bah évidemment, il y a eu un audit il y a pas longtemps là des usages. C'est l'ARCEP qui a fait ça, je crois. Le baromètre d'internet et tout ça avec les débits et tout ça machin. Et du coup, évidemment, si tu veux pas que Free soit descendu dans les stats, ils ont dû débloquer ça. Bouger ton fion. Ouais. On a terminé avec les news. Bah ouais. Du coup, on te retrouve sur les internets. Oh, il est gentil. Chris Kamikaze. C'est ça. Voilà, Chris Kamikaze, sur Twitter. C'est moi. Yo. N'hésitez pas. Et moi, c'est @Cédric Bonnet. C'est pas dur. C'est easy. Demain, vous me retrouvez dans Things normalement, l'émission sur l'internet des objets, domotique, tout ça, tracker d'activité et compagnie. Si je suis pas en PLS total, parce que je vous avoue que je suis crevé et j'ai hyper mal à la gorge. Donc on verra bien comment ça se passe demain. Au pire, je ferai une émission plus courte, mais j'essaierai d'être là quand même. Pour plus d'infos, vous allez sur studiorenegade.fr, vous allez retrouver là-bas notre agenda sélectif. Vous pouvez même vous amuser. Il faudrait qu'on fasse un gif de la navigation et quand on clique dessus pour sélectionner les agendas, pour qu'on puisse l'intégrer après dans le, dans le truc de faire la démo. Faire. Donc voilà, studiorenegade.fr, n'hésitez pas. Vous avez aussi les possibilités de nous soutenir qui sont diverses et variées, mais on va parler du Tipeee qui est important pour nous puisque c'est lui qui nous permet de payer le loyer du studio. Donc tipeee.com/stdrenegade, vous avez l'adresse en bas. Pareil, n'hésitez pas à nous soutenir pour le prix d'un café par mois, par exemple, à partir d'€1 et même à partir de 5 €, vous avez la possibilité de nous rejoindre sur le Slack privé pour tout simplement nous faire un coucou et discuter avec nous, prolonger les discussions de l'émission. On a eu plus de 14 sujets ce soir, donc c'était la fête, il y avait beaucoup de choses. Oui, Android Windows, Bit, c'est fini. Pour une raison simple, c'est qu'on commence à 20h maintenant, c'est le nouvel horaire. Donc si vous l'avez loupé, soyez au rembobiné la semaine prochaine. Et sinon, vous pouvez regarder le replay sur la chaîne Twitch. Il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas parlé de crypto quand des crypto-monnaies, non, on n'en a pas parlé, mais on pourra en parler. Vous avez un Slack? Oui, Virtanas, on a un Slack, figure-toi, c'est assez incroyable. Hein. Perso, j'entends quasi rien sur cette chaîne.
et toutes les autres sont bien. Bah, c'est curieux parce que nous, on a le vumètre en face et il n'est pas à 0. Donc, normalement, tu devrais nous entendre. Donc, voilà. Écoute, je ne sais pas pourquoi tu as un souci avec cette chaîne sur le son. Alors, j'aurais préféré un MaterMost qu'un Slack. Nous, on utilise. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on l'héberge. Hein, donc, C'est ça. Non. Nous, on utilise Slack, c'est comme ça. Pareil, si vous vous abonnez à la chaîne, si vous devenez sub à la chaîne, vous avez la possibilité d'accéder aussi au Slack. Voilà. Bon, eh bien, merci encore de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous semaine prochaine. Ouais. Semaine prochaine, il y a Bit. C'est la semaine d'après. Non, c'est le 15 mai. C'est le 15. Le 15 mai, vous aurez un RGB à la place d'un Bit. Ouais. Soyez là si vous aimez le rétro gaming, évidemment. Donc, merci encore à vous. Et un mastodon, oui, c'est ça, Nico Poppy. Un Google Wave, sinon. Hein, Ah, ça serait marrant, ça t'en remonte un, tu sais. Bah ouais. Le son est bas, oui, dit Biridov. Ah, Smashou dit que chez lui, tout va bien. Bon, mettez-vous d'accord. Mais voilà. C'est vrai, il faut monter le son ici, nous dit Nikovda. Ok. Alors, le son n'est pas super fort sur la chaîne au studio. Ah! Le son n'est pas super fort. Ok. Mais pourtant, le vumètre est bon. Donc, je sais pas. On regardera, on essaiera de régler ce souci-là. Problème de son, c'est dommage. Ah, mais tout le monde nous dit ça. Il faut le dire au début. Parce que là, maintenant, on est à la fin de l'émission. C'était trop tard. Non, c'est trop tard. Vous êtes restés juste pour nous voir, en fait, et il n'y avait pas de son, c'est bien. Et ouais. Bon, on va essayer de regarder ça un petit peu, voir comment on peut augmenter le son. Mais en fait, sur la table de mixage, il suffit d'augmenter le son. Hein. Mais voilà. Avant, le son saturait, maintenant, il sature plus, c'est comme ça. Allez, sur ce, donc, on vous dit rendez-vous la semaine prochaine. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.